Bonjour Lou, Bonjour Avner, merci pour ta interview, merci à toi pour l'invitation. je vous en supplie. Alors, je suis tombé sur vous sur Instagram, enfin, je vous explique c'est qui ce bonhomme, je suis tombé sur lui sur Instagram, avec quelques petits préjugés, arrêtez de bouger s'il vous plaît, merci. Avec quelques petits préjugés, je t'ai dit, hein, quand j'aime bien quelqu'un, je suce. Je suis tombé sur ce mec-là sur Instagram, il était en train de faire la promotion, plus ou moins, de stéroïdes, clairement. Je me défendrai plus tard, je te laisse finir. Bien sûr, je suis pas un enculé, je suis une salope. Ok. Ok, voilà. Du coup, j'ai dit c'est quoi ce mec, je l'ai suivi. D'instinct, j'ai dit je le suis. Pourquoi? Je sais pas, je lui ai un instinct, j'ai dit je vais suivre, je vais suivre un peu ce profil, il a l'air intéressant parce qu'il me parle avec une certaine rigueur. Hein, voilà, tu vois, je commence à corriger le truc. Donc en fait, j'ai vu plein de gens sur Instagram vendre des produits dopants, hein, même dont on en a parlé toi et moi, qui font la promotion et qui ont un code même promo comme Prozis. J'ai un code promo pour pour avoir des stéroïdes, c'est aliénant cette histoire. Mais toi, j'ai trouvé qu'il y avait une rigueur scientifique à travers tous tes messages. J'ai dit tiens, je vais le suivre, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que naturellement, on se pose tous la question un jour, dans le monde de la muscu ou pas, est-ce que je vais pas commencer à m'en foutre une petite dans les fesses? Pourquoi pas? Mes chers amis, cet épisode est sponsorisé par Broadway. C'est un vrai bonheur de pouvoir sponsoriser mes podcasts par ma propre marque. Vraiment, c'est une vraie consécration. Je vous offre un code promo unique. Normalement, c'est 10%. Broadway, c'est une marque vraiment totalement transparente qui fait nos promesses sur la qualité parce qu'elle est consommée par des sportifs qui cherchent à avoir la meilleure source de compléments alimentaires. Dans l'alimentation qu'on a chaque jour, dans les supermarchés, tout ça, ce n'est pas vraiment de la nourriture de très très bonne qualité puisqu'elle est polluée, puisqu'elle est faite de façon industrielle et c'est bien de contrebalancer tout ça avec de bons compléments alimentaires. Les oméga 3 par exemple sont indispensables, le magnésium également. Une simple carence de magnésium peut vraiment foutre le bordel dans votre corps. Les compléments alimentaires servent à contribuer à améliorer votre santé générale, sportif ou pas sportif. On a de délicieux produits, des barres saines, crues, artisanales, des labels vraiment excellents qui ont fait leurs preuves, Epax, Créapure et d'autres. Je vous invite à regarder sur le site. Notway, c'est notre produit phare, délicieux, un goût de chocolat, presque un goût de Nesquik. Whey Native, bien sûr, évidemment, hors de question de vous vendre une protéine fromagère. Et évidemment, les avis sur Trustpilot qui ne tarissent pas d'éloges. Ne tarissent pas d'éloges. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage, très bon épisode à vous. Je tourne en rond dans la musculation, je commence à me sentir un peu moins énergique, je commence à vieillir naturellement, donc je me dis peut-être que j'ai besoin de mettre un peu de gaz. Dans mon cas, je me suis posé la question des produits dopants 2 fois. La première fois, c'était il y a 1 an et demi, en me disant tiens, pourquoi pas si je fais du contenu autour de ça, ça peut être sympa de documenter une sorte de prépa, en mode je me dope les gars, je vais me charger, je vais vous montrer un peu comment j'évolue. J'ai dit ça peut être sympa, on m'a dit fais pas ça, c'est complètement débile. Pourquoi? Parce que tu vas flinguer ton système hormonal pour faire du contenu. En fait, on m'a juste dit c'est complètement débile et j'ai pesé le pour et le contre, je fais effectivement c'est complètement débile. Donc je l'ai pas fait, je fais ok, je m'abstiens. Tu veux parler un moment ou pas? Bah ouais, mais pour l'instant, je te laisse parler. Hein. C'est bien ce que je dis ou Mais ouais, t'as de la matière? quoi, tu te présentes, donc Voilà, je m'appelle Avner. Louis? Oui. Plus jamais ça. Ouais, pardon. Merci. Parce que là, pour l'instant, je vois pas un moment où je peux en placer une, mais je te laisse... En fait, je veux parler et toi t'es juste un mec musclé et après tu rentres chez toi et voilà. Ok. Non, mais ça va être très intéressant. Ce mec me passionne. Je vous le dis, il me passionne. C'est pour ça que là, je suis verbeux et je suis éloquent parce qu'après, il va beaucoup parler. C'est un mec à la tchatch et ça me passionne. Cette conversation va me passionner. Je te le dis clairement. Donc, je me suis posé une première fois la question. J'ai avorté. J'ai dit, c'est pas nécessaire et tout. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bilan sanguin par rapport à tous mes problèmes de santé. J'en parle plus vraiment de mes problèmes de santé parce que j'ai réussi à les dompter plus ou moins. Voilà, montagne russe, c'est toujours comme ça, donc j'ai pas besoin de répéter la même chose 1000 fois. Et quand j'ai fait ma prise de sang, what the fuck, c'est quoi cette testo? Elle était à ras des pâquerettes. Elle était un level PP, tu vois. C'est-à-dire dans la norme convenable, c'est-à-dire la norme où c'est pas médicalement dangereux, j'étais au plus bas. J'ai fait, c'est très bizarre cette histoire. Donc j'ai fait, c'est chelou, j'ai refait une prise de sang, plus complémentaire avec toute la testo, libre, biodisponible et tout le bordel. Je vais pas mentir, j'ai manipulé les résultats pour être catastrophique. Ouais, ce que tu m'avais dit, ouais. Voilà. Je suis pas un mytho, moi je vous dis les choses. C'est-à-dire en gros, dès que j'ai vu que ma testo elle était très basse, j'ai tout de suite dit ok, je vais commencer une cure. J'ai dit je vais mettre sous TRT. Tout de suite, j'ai dit ok, c'est l'occasion, allez c'est bon, elle est basse, c'est pour ça que je suis pas bien en ce moment, pour ça que je faisais du gras très vite, j'arrivais plus à faire de muscle, j'avais moins de force, je le voyais, hein.
Et j'avais beau être en diète, je perdais pas 1 gramme. Et j'ai fait ok. Bon, ok, donc ma testo, elle est bloquée. Peut-être que c'est en rapport avec mes problèmes de santé aussi. Tu vois, je me dis, tiens, c'est intéressant. Et c'est là que je l'ai contacté. Et je lui ai dit, salut, voilà, j'ai vu que tu parlais beaucoup de la TRT, les bienfaits sur le système hormonal. Est-ce qu'on peut faire une conversation, tu vois toi, c'est ton métier. Aujourd'hui, tu es coach sportif. Ouais, c'est ça. Et maintenant, tu vas pouvoir te présenter. Désolé pour la longue. Toi, t'étais en retard, donc t'as rien à dire, mec. Et ben écoute, du coup moi donc Lou, je suis préparateur physique. Ma spécialité c'est que je travaille principalement sur ce qu'on appelle le biohacking. Alors j'aime pas trop ce terme, je trouve que ça fait un peu pompeux, mais en fait c'est-à-dire que je fais un coaching holistique où on va prendre en compte tout le système hormonal, le système microbiotique, la micronutrition, etc. Donc oui, aujourd'hui je parle beaucoup des produits dopants sur Instagram, simplement parce que ça marche, je vais pas mentir. Aussi parce que je me suis chargé pendant des années et que je peux en parler en connaissance de cause. J'ai travaillé avec des dizaines et des centaines d'athlètes naturels ou pas. Je connais les effets secondaires, je sais ce que ça fait, on sort un peu des légendes qu'on peut voir sur Instagram et tout. Et la réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des influenceurs fitness qui ont vraiment un gros physique, la plupart ils sont quand même chargés. Il y a des golden génétiques, il y a des gens d'exception, mais la plupart on reste des humains et on a nos limites. Et donc aujourd'hui, je dirais pas que je fais la promotion des stéroïdes, je dirais juste qu'en fait, j'ai compris que les gens, avec ou sans moi, ils allaient le faire. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on peut acheter des stéros aussi facilement qu'acheter une tasse sur Amazon, quoi. J'ai jamais dit ça, mais c'est pas grave. Y en a qui font leur code promo, etc. Donc les mecs qui mettent des codes promo, etc. Tu vas sur TikTok, tu peux acheter de la traîne comme si tu acheté, tu vois. Effectivement. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, de plus en plus jeunes aussi, qui achètent des stéros et font n'importe quoi. Donc autant bien le faire. Et en fait, moi, je me suis dit, avec ou sans moi, ils vont le faire, donc autant les prévenir, etc. Donc c'est vrai, comme dans tout contenu, il y a une partie entre guillemets un peu putaclic où ouais, le meilleur stéro, machin et tout. Il est évident, les gars, que le mieux c'est de pas se charger. Mais maintenant, si vous avez décidé de le faire, autant le faire le mieux possible et en mettant sa santé le moins en danger possible et donc en restant intelligent, tout simplement. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est comment rester intelligent tout en faisant un truc à la con. Mais du coup, est-ce que toi, tu établis le protocole à suivre parce que je me demande si c'est légal. Alors au niveau de la légalité, c'est clairement une zone grise, on va pas se mentir. On pourrait appeler ça un exercice de la médecine illégale, sauf que la plupart des molécules ne sont plus utilisées en médecine, c'est des dérivés, etc. Moi, je peux pas dire que j'établis le protocole, parce que sinon je serais 100% dans l'illégalité en fait. Ce que je propose aux gens aujourd'hui, c'est de converser, de comprendre, de savoir comment marchent les molécules, etc. Quand j'ai un athlète qui me dit, moi je veux me charger, première chose que je lui dis, écoute déjà, on va commencer naturellement, voir comment t'évolues. Je vais pas te mentir, dans 70% des cas, on trouve la clé qui fait que le mec n'a pas besoin de se charger de suite. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils se sentent acculés, ils essayent depuis des années d'évoluer, au final, ils évoluent pas, et ils se disent, putain, j'ai enfin trouvé pourquoi j'évolue pas, c'est parce que les autres prennent des stéros, et pas moi. Donc je vais prendre des stéros. En fait, la réalité, c'est que ce petit monsieur, il a tout essayé, mais pas forcément de la bonne façon, etc. C'est pas son métier, et c'est normal. Et du coup, il lui manque des détails, il lui manque des clés. Bien souvent, tu as parlé d'ailleurs du système hormonal, etc. Au niveau de l'hygiène de vie, du sommeil, etc. Il y a plein de choses qui vont pas. Et donc, quand on remet tout ça déjà d'aplomb, l'évolution est là. Et donc, souvent, la première chose que je dis à la personne, je dis, écoute, on a déjà fait 2 mois ou 3 mois, t'as super bien évolué, est-ce que t'es sûr que c'est le moment pour toi de se charger? Et dans 70-80% des cas, la personne me dit, non, je préfère attendre. Ouais. Donc, en fait, encore une fois, les gens viennent vers moi pour se charger, je leur ferme pas la porte, je leur dis, écoute, d'abord, on met en place tous les basiques qui doivent marcher, parce que les stéros, ça ne fait qu'extrapoler tout ça. Mais si tu prends des stéros, mais que tu dors pas, tu manges de la merde, tu t'entraînes comme une merde, etc., il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont dans toutes les salles, tu en as forcément croisé, des mecs qui sont chargés comme never et qui ont des physiques de chèvre. Peut-être. Sûr et certain. Les produits ne font pas tout. Les produits font beaucoup, c'est évident. Mais ils ne font pas tout. Et donc, très souvent, en fait, on arrive déjà naturellement à avoir un bon résultat. Finalement, la personne, on arrive dans le cas de figure où elle a des bons résultats naturels, mais elle veut aller plus loin.
je lui fournis des informations. Je dis, ok, tu vas aller plus loin, est-ce que tu as bien compris tous les risques? Donc, on parle de tous les effets secondaires possibles, on parle de tout, comment ça va se passer, etc., etc. Même sur les TRT, c'est quelque chose qui est vu vachement en mode à la cool. Ouais, moi, je suis une TRT, je me sens pas très bien en ce moment. On en parlera un peu plus tard, mais c'est pas quelque chose de si facile que ça. Mais c'est surtout ça qui m'intéressait, moi. Quand je t'ai contacté, je t'ai tout de suite dit TRT. Totalement. Et c'est de plus en plus de gens qui me parlent de la TRT. Et voilà. Mais sur le côté protocole stéroïde, moi, je propose en fait de la formation. Je propose d'aider les gens. Je leur propose un cercle médical. Ok. C'est-à-dire que quand ils sont dans mon accompagnement, ils ont un accompagnement psychologique, ils ont un accompagnement médical où on fait des prises de sang, etc. Avec des vrais médecins. Avec des vrais médecins. Je vais faire un petit disclaimer, je suis obligé. C'est pas du tout une vidéo promotionnelle pour son service, pas du tout. Parce que là, on parle de stéroïdes quand même, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux si c'est mal fait. Et totalement illégal. Et en fait, est totalement illégal. Si je fais cette vidéo avec ce gars, c'est parce que là, ça me concerne beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'aime bien vous partager les choses. Dès que je trouve que c'est intéressant, c'est bon de le partager. C'est pour ça que je fais ce podcast. Il n'y a pas d'aspect, oui les gars, promotionnel à fond. Pas du tout. Ok? Voilà. Et encore une fois, je suis pas là pour faire la promotion des stéros, je suis juste là pour en parler, on va dire, librement par rapport à mon parcours, etc. Bah, très vite, d'ailleurs, tu m'as dit très vite, non. Tu m'as même dit, aucun intérêt, une fois qu'on a eu la confirmation. Exactement. Et même, tu m'as demandé une deuxième confirmation en me disant, faudrait peut-être qu'il faudra encore refaire d'autres analyses, parce que c'est pas anodin de faire une TRT. Au moment où tu fais une TRT, c'est à vie. C'est-à-dire, en gros, tu vas, abandonner l'idée que tu sécrètes de la testo naturellement, tu vas la remplacer par de la testo de laboratoire, donc quoi, c'est de la poudre, du liquide physiologique. Ouais, alors je suis pas chimiste, mais en gros c'est normalement c'est de la poudre de testostérone en effet, donc ça va être créé synthétiquement, et puis ils mélangent ça à de l'huile, et donc tu t'injectes ce produit huileux. Et au moment où tu fais ça, t'as une bonne testo en fonction de ce que tu vas te foutre dans les fesses. Et après c'est à vie, il faut tous les 3 jours, je crois. Ça dépend des protocoles, il y a plein de protocoles différents, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où ton corps reçoit de la testo de manière exogène, en fait, non naturelle, exogène, donc extérieur à ton corps, il y a une boucle rétroactive négative qui fait que ton corps repère qu'il y a beaucoup de testo, ça envoie un message à l'hypophyse dit ok, je dis aux testicules d'arrêter de travailler. Terminé. Plus besoin. Donc, du coup, les couilles, elles ont tendance à réduire. Alors ça, c'est personne dépendant, mais il y a une réduction testiculaire qui se met en place. On peut la contrer, etc. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dès qu'on commence à s'injecter de la testostérone, même à bas dosage, notre propre sécrétion se termine. Il y a des gens qui pensent que ça s'additionne. Je suis pas très haut en testo. J'ai cru. Je mets un petit peu de testo et ça va exactement ce que je t'ai dit, moi. J'ai dit, dans ces cas-là, on n'a qu'à mettre 0,5. Et je me dis, non, c'est pas comme ça. Au moment où tu vas en mettre, c'est fini. Si ton corps repère qu'il a déjà un taux de testo, c'est exactement comme toi, si tous les mois tu reçois un salaire chez toi à rien foutre, tu vas pas les bosser. C'est déjà le cas pour moi. T'as déjà l'argent. Ouais, bon. Et non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, voilà, forcément, les testicules vont arrêter de travailler. Et plus on va maintenir cet état longtemps, plus ça sera difficile de relancer. On appelle ça relancer. C'est pas infaisable de relancer, mais disons que t'as même pas la motivation, en fait. Tu veux dire... Je suis partagé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tes testicules arrêtent de travailler pendant longtemps, déjà, si de base tu t'es mis en TRT, c'est que tu avais sûrement un taux de testostérone bas, ou en tout cas des symptômes de testostérone basse. La testostérone baisse de toute façon avec l'âge. Mais pas tant que ça. Alors, pas tant que ça, mais on parle de quand même 1% par an à partir de 30 ans, 35 ans. Donc, ouais, bon, t'as jusqu'à 50 piges avant de te poser. Voilà, mais normalement, une TRT, c'est à ce moment-là. Voilà. C'est 50 ans. C'est exactement ce que je me suis dit. Et d'ailleurs, je compte en faire une à partir de 50 ans parce que je veux rester sportif, je veux rester au taquet, je veux avoir l'énergie. Donc, je sais que je ferai une TRT au bout d'un moment. Et là, j'ai voulu l'accélérer. J'ai dit, tiens, est-ce que mes problèmes de santé, vu que j'ai vu un chiffre inquiétant, ne sont pas dus à cette testo extrêmement basse? Parce que de base, bon, j'ai pas un physique incroyable, mais je suis au-dessus de la moyenne pour les années de pratique, un peu à l'arrache, la bouffe, moi je bois de l'alcool, tout ça, j'aime bien vivre une vie à la cool, tu vois. Et là, j'ai trouvé que cette année, ça allait plus. Ça allait plus, mon corps est régressé au fur et à mesure des mois. Et en fait, c'était à cause d'un médicament. Donc un antidépresseur. Je suis sous antidépresseur depuis, je vous dis tout, moi je m'en fous, depuis le mois de février par rapport à mon problème de bruxisme et tout ça. Et c'est vrai que l'antidépresseur, il a beaucoup fonctionné sur comment je perçois mon problème de santé, sur le rythme, sur l'intensité des crises.
Et je me suis dit, bon, bah, c'est cool, j'ai trouvé un équilibre. Par contre, je n'avais plus du tout de libido. Vraiment plus du tout. Et j'ai dit, tant pis, je veux bien sacrifier la libido pour ne pas avoir envie de m'ouvrir les veines. Pourquoi pas? Et bah, pas de libido du tout. Même, je le dis, impossible de jouir. Quasiment impossible. Très difficile. Donc, très, très compliqué pour le moral. Et puis, quand j'ai fait cette prise de sang, j'ai vu que ma testo elle était vraiment bas. J'ai dit, ok, bon, bah, ça a du sens. Tout a du sens. Et là, je me suis tout de suite mis en condition dans la tête, ok, TRT, tout de suite. Et j'ai dit comment faire une TRT et comment avoir mon produit en France, à la pharmacie. J'ai pas envie d'aller acheter ça sur un site internet. J'ai pas envie d'aller dans un autre pays parce qu'il y a des pays qui proposent des TRT plus facilement, l'Angleterre, la Belgique, la Suisse. La Suisse, ouais. Voilà, la Suisse surtout. Ils ont des cliniques de TRT parce que la TRT, c'est vraiment une thérapie de bien-être. Normalement, c'est une thérapie même anti-âge. Ouais. Donc c'est pour ça que, alors, bon, on parlait d'âge, ça dépend des personnes. Encore une fois, si t'as un boulot de nuit, que t'as toujours une hygiène de vie pourrie et tout, si ça se trouve, à 35 ans, t'auras réellement besoin d'une TRT. Mais la plupart du temps, en effet, comme on part du principe qu'on perd 1%, plus ou moins par an, à partir de la trentaine, bah, c'est à partir de 45-50 ans que tu commences réellement à le ressentir. Et donc, bah, c'est proposé aux US, en Suisse, en Belgique, Très etc. facile d'accès aux US. Ah ouais. Là-bas, c'est la base. Hein. C'est la base. Et puis, c'est des TRT qui sont souvent musclés. Hein. Oui, oui, ils sont tous énormes. TRT là-bas. un peu plus. Normalement, une TRT, faut bien comprendre c'est thérapeutique, c'est pas du dopage, donc on te maintient dans la fourchette naturelle. Haute. Haute. C'est-à-dire, quitte à te donner un tour de remplacement, autant te mettre au taquet à tes 20 ans. Parce que Exactement. Mais magnifique. donc, Mais si t'as quand même un 50 ans, fantasme. Même à 35 ans, ça peut être un fantasme. On est d'accord. Voilà. Mais Moi, c'est pas non plus du dopage. Non. Il y a une Mais grosse différence. moi, je considère qu'au moment où t'as une testo plus haute que ce que tu n'as eu avant, pour moi, c'est du dopage. Mais moi, j'étais prêt à l'assumer en me disant, je m'en fous, je suis dopé. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Je m'en fous. Moi, c'était pas une question de physique. Et d'ailleurs, tu m'as souvent dit, oui, tu vas peut-être prendre 1 kilo. Et si je prends que ça, tu vas peut-être pas prendre. Mais je m'en fous, en fait. Je suis pas là pour prendre des muscles. Moi, c'est par rapport à mon problème. Parce que testo égale dopamine, égale plus heureux, égale je dors mieux, égale plein de choses comme ça. Très, très vrai. Et je me suis dit, moi, c'est comme ça que je me suis fait mon schéma, le scénario que je me suis fait, c'est, je vais mieux dormir. Je pourrais manger un peu plus, sans grossir. Je vais pouvoir être un peu plus musclé. C'est une option, pourquoi pas, c'est sympa. Meilleure qualité de peau, meilleure vie, plus heureux. Je pense que mon bruxisme, il va se réduire. Je me suis dit, bon, c'est évident que je vais faire ça. Donc, ce qui s'est passé, je voulais impérativement avoir ma testo de laboratoire français, alors que c'est exactement la même. Hein. C'est quasiment tout le temps la même. Il se semble, sauf des sites de merde qui vendent de la merde, mais la plupart du temps, la testo, c'est... Bah tiens, si j'ai de la merde, tu me le dis. Hein. Alors, juste ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 filières. Il y a la filière pharmaceutique et la filière underground. La Okay. filière underground, c'est que toi, demain, tu décides d'ouvrir un labo qui s'appelle Avner Labs et tu fais de la Notre testo. idée. tu fais de la testo dans ta salle de bain et tu revends ça. Sauf que dans ta salle de bain, il y a rien qui prouve que tu as des règles d'hygiène Bien sûr. qui soient OK. Ça, Donc, toute la testostérone que tu peux trouver sur Internet, c'est des laboratoires underground. Donc il y a des fortes chances qu'il y ait des bactéries, des trucs un peu chauds. Alors, forte chance, aujourd'hui, je te dirais qu'ils se débrouillent quand même pour faire de la qualité, mais oui, alors que dans un circuit pharmaceutique, donc c'est vendu aux pharmacies, c'est vendu aux hôpitaux, etc. C'est contrôlé, c'est pur, c'est bien dosé. Tu sais que si c'est 250 mg, il n'y a pas 255, il n'y a pas 200, c'est clean de 100%. Tu es d'accord que ma vision, site, ma vision, ce que j'étais en train de me faire en scénar, de me dire je veux impérativement le truc en France, en pharmacie, ça a du sens. Ah mais 100%. Voilà. Donc moi je voulais ça. Alors je me suis renseigné comment faire. On a commencé à en parler. Tu m'as dit bah écoute, il y a des cliniques qui le proposent, mais il y a un délai d'attente. Moi je suis quelqu'un quand je veux un truc je le veux direct, tu vois. Et j'ai dit ok, je vais l'avoir en France, mon ordonnance. Je vais l'avoir en France. Tu m'as dit bonne chance. En France, franchement, c'est un peu compliqué. Tu m'as dit bonne chance mon ami. Je fais non mais des gens. Alors ce qui s'est passé, alors faut soit connaître des gens, soit je regardais avec mon ami ChatGPT comment faire pour avoir ça. Déjà ChatGPT il me dit ouais évite mon gars, c'est pas ouf. Et je fais, non vas-y, t'occupe pas de moi. Comment je fais pour l'avoir? Il me dit bah il faut que ton truc là, ton bilan, il soit en dessous le seuil. Et je dis comment faire pour avoir un truc en dessous? Et il m'a donné une recette et je l'ai poussé à fond la recette. Et j'ai pas dormi 2 jours avant. J'ai pas dormi 2 jours. Et j'ai pas mangé 2 jours. Déjà ta testo elle baisse. Elle baisse. Déjà, le sommeil, c'est drastique. Tu dors pas. Non, j'ai pas dormi 1 nuit, pardon. Et j'ai pas mangé 2 jours. Et j'ai fait ma prise de sang pour pas être cramé. J'ai dit, tiens, je vais la faire à 7h du matin pour qu'on dise, ouais, c'est là où ton pic de testo est au plus fort, tu vois, 7, 8, entre 7h et 11h. Parce que si tu la fais à 15h, elle va être plus basse naturellement. C'est là où c'est le plus bas.
Je dis tiens, pour être un peu plus sournois, parce que je suis une salope, quoi, je t'ai dit, je suis une ordure plutôt. Je vais la faire à 7h du matin à l'ouverture du labo. Et qu'est-ce que j'ai fait la nuit précédant la prise de sang? À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es mis une caisse. Je me suis mis une caisse. J'ai fumé un paquet de clopes. J'ai bu toute la nuit. J'ai un pote qui m'a rejoint. J'ai bu. Je suis arrivé ivre au bilan sanguin. Ils ont juste regardé. Non. Bon, ça va, je suis à jeun. Non, je me suis brossé les dents, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc en fait, là, je vais vous montrer mon premier bilan, où c'était vraiment ma testo basse. Mais il y avait qu'une indication. Là, je vous montre mon deuxième bilan, où j'ai réussi à moduler ma testo pour qu'elle soit au plus bas. Et elle est catastrophique, mais elle est toujours pas sous le seuil. Elle est toujours un truc, ouais. C'est pas normal à ton âge, mais ce que m'ont dit, je suis parti voir un endocrinologue tout de suite en me disant tiens, je vais lui montrer ça, Ouais. je vais avoir ma petite. Ça va passer crème. Et j'ai été encore plus sournois, c'est que j'ai pas parlé une seconde de testo. Je dis ouais, je sais pas ce que j'ai. Tac, je vous montre ça, il me dit oui, c'est bas effectivement, mais bon la testo ça va, ça vient. Prenez un médicament, je fais ouais les antidépresseurs, ben voilà, enfin, cherchez pas ces antidépresseurs. Et j'ai pas abordé le sujet parce que c'est cramé, hein. Tu vois, t'as un mec sportif qui se ramène, ils sont pas bêtes, hein, ils sont formés à ça. Et du coup, je vais pas parler du tout de TRT, rien. Je suis sorti du bureau en me disant, ok, ça sert à rien de toute manière, c'est même pas la peine de lui demander. Et par contre, elle m'a donné des examens supplémentaires à faire et une nouvelle prise de sang à faire. Donc j'ai dit, en moins, j'ai ma prise de sang encore plus complémentaire à faire. J'ai attendu. J'ai commencé à faire les démarches, les amis, pour me faire ma TRT. Trop motivé, je vais faire ma TRT, je vais avoir une putain de testo, je vais prendre un peu d'hormones de croissance pour encore mieux dormir. Je me suis fait T'as pas non plus. Ouais, tout un scénario en me disant, c'est pas grave, je vais l'assumer. Sans être chargé à bloc, tu vois, mais je vais l'assumer, je vais en parler. Et si ça m'apporte un réconfort médicalement, tant mieux, je serai plus heureux. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais 2 jours avant d'aller chercher mes produits, parce que j'allais pouvoir les avoir, j'ai refait une prise de sang. Pas 2 jours, une semaine avant. Genre lundi, je devais prendre mes produits samedi. Et le vendredi, je reçois ma prise de sang. Et là, ma testo, nickel. Tout était nickel. Je fais ok. Déjà, j'ai changé de médicament, j'ai changé d'antidépresseur. Donc, elle est remontée. La libido est remontée également. Et je te l'ai envoyé. Et tu m'as dit quoi? Mec, t'as pas besoin. T'es nickel. T'as une testo dans la moyenne haute. Tout est bien. Ton cholestérol excellent. Ouais, t'avais une très très bonne. Tu m'as dit sur tes oméga 3, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ultra efficaces. Tu m'as dit aucun intérêt de faire une TRT. Et je t'ai dit, ok, je fais pas alors. Là, aujourd'hui, en fait, il faut comprendre les stats, parce qu'en effet, les fourchettes, tu peux être dans la fourchette et quand même te sentir mal. Aujourd'hui, beaucoup de médecins, comme le docteur Résimon, etc., ils disent on soigne les symptômes, on soigne pas des stats. C'est-à-dire que si toi, toute ta vie, tu avais une testo qui était au-dessus des stats, tu le savais pas, et qu'aujourd'hui tu te retrouves un peu bas, bah peut-être que tu es toujours dans la fourchette, mais tu ressens un mal-être. Donc ça peut justifier le fait d'être en TRT. Mais là, aujourd'hui, tu es quand même dans les stats, plutôt dans la fourchette haute en plus. Donc, ça veut dire que ton système, il marche très bien. Le fait d'avoir changé les médicaments, ça marche. Oui, je l'ai vu. Et même sur mon corps, je l'ai vu tout de suite. Le sommeil, ça reste un des trucs. Franchement, souvent on me demande, ouais, quel est le meilleur booster de testo, etc. C'est le sommeil. Ouais. C'est le sommeil, c'est tout. C'est le truc qui va le plus marcher, c'est le sommeil. Et dans l'autre sens aussi. Plus tu manques de sommeil, plus ta testo elle baisse. Donc là, ta testo, elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est dans les marges hautes partout. Donc, ça serait vraiment complètement con d'aller remplacer un système qui marche par un autre système qui va du coup t'amener d'autres difficultés, qui est déjà de s'injecter plus ou moins un jour sur 2, se piquer le cul, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, d'avoir les ordonnances quand il faut, de pas tomber à court, de si tu veux voyager, il faut pas que tu oublies ton ordonnance pour pas te faire péter à la douane et compagnie, etc. Donc, pourquoi remplacer un système qui marche? Bien sûr. Par autre chose qui marcherait aussi, mais avec des contraintes. Il n'y a aucun intérêt. Par contre, on peut aller chercher d'autres choses, comme j'ai parlé tout à l'heure, au niveau de l'équilibre du reste du système hormonal. On peut parler de micronutrition, tu as parlé des antidépresseurs. Donc là, on part sur tout ce qui est neurotransmetteurs. Donc sérotonine, dopamine, etc. Donc là, on peut aller chercher peut-être un peu de ce côté-là, si on peut améliorer tout ça. Ça a du sens ce que tu viens de dire, la dopamine, parce que moi, j'ai vu l'amélioration dans mon problème de santé avec la sérotonine. Maintenant, je sais qu'il faut de la dopamine. Maintenant, si les deux, et quand je voulais de la testo, je me suis dit, la testo, ça va être la dopamine. Ouais. Voilà. Et pourquoi je ressens une amélioration, un réconfort énorme dès que je bois un coup, et que tous mes symptômes, quand je suis en crise, tous mes symptômes, ils baissent d'un coup, parce qu'en fait, c'est la cortisol. Là, j'ai fait mes recherches plus profondément. Okay. C'est vraiment la cortisol.
qui génère... tu sais, toutes les nuits, je me lève à 3h30. Ouais. Pic de cortisol, je me réveille. Ça, on en a parlé un petit peu aussi. Et quand je me lève, des fois à 3h30, bah, je suis pas du tout en crise. Tu vois, tout va bien, pas de douleur, j'ai pas serré. Et je me dis, bon, bah, nickel, ça va, tout va bien. Et comme un connard, je me rendors. Et là, quand tu te rendors alors que t'as fait ton pic de cortisol qui t'est réveillé, c'est le pire truc à faire. Parce que quand tu te rendors, tout ton système nerveux, il est activé. Parasympathique, tout ça. Et c'est là où tu serres comme un malade et tu te réveilles 2 heures après. Et là, c'est un carnage. Moi, c'est que ça m'arrive souvent. Maintenant, quand je me lève à 3h du matin, je dis, tant pis. Réveille-toi, mec. Si t'es bien, réveille-toi. Le cortisol, c'est l'anti-inflammatoire déjà par essence, tu vois. Maintenant, si ton pic de cortisol, il arrive à 3 heures du mat, on pourrait se poser des questions sur le dérèglement de ton cycle circadien. Parce que normalement, ton pic de cortisol devrait arriver plus entre 7 et 9. Absolument. Donc, s'il arrive à 3 heures, ben, c'est peut-être parce que au niveau de ton hygiène de vie, au niveau du temps d'écran, au niveau des lumières vives, etc., tu fais croire à ton corps, parce que ça marche beaucoup aussi avec, en fait, la rétine qui capte la lumière, et normalement, on est censé capter une lumière qui descend au fil de la journée. Et nous, comme on vit sous les spots, avec le téléphone, les ordi, etc., notre rétine ne capte pas forcément ce truc-là. Et donc, ça a tendance à dérégler ce cycle circadien qui se joue beaucoup avec la mélatonine et le cortisol. Et donc peut-être qu'on peut aller chercher quelque chose au niveau de l'hygiène de vie. Moi, j'appelle ça l'hygiène de vie, c'est le global. Hein. C'est autant la bouffe que le fait de penser à respirer. Ouais. Très souvent, on bloque sa respiration, etc. Ouais. C'est des trucs qui sont vachement importants. Ça fait descendre justement le cortisol. Et du coup, donc, le fait de régler ton cycle circadien pour que ce pic arrive naturellement plutôt à 8h, 9h, tu vois. Mais ça prend du temps à le régler. Hein. Ça fait pas en 2 jours. Hein. Non. Parce que, tu vois, quand j'ai commencé à regarder... ChatGPT, je pense que ça peut être un outil redoutable pour se soigner. S'auto-soigner, parfois. Moi, je suis devenu un expert dans tout ce qui concerne mon problème. Là, je suis dans l'expertise de la cortisol. Qu'est-ce qui a pu se passer quand j'ai eu ma première crise il y a 3 ans et demi, qui a déclenché tous mes symptômes? Je me suis très énervé, je me suis mis en colère, grosse frustration. Et ben j'ai mis quoi? J'ai placé un curseur dans ma tête qui a pété, où mon curseur de ressenti nerveux, il est allé à un niveau où il a souffert. Et il se base sur cette souffrance tout le temps, même si le mal est passé. Donc pour lui, il est tout le temps en alerte, tout le temps. Et ça se base sur la cortisol. C'est ce que j'ai cru comprendre en fouillant dans les recherches. Et que c'est la cortisol qui gère tout ça, plus ou moins. C'est pour ça que quand, moi par exemple, je vais être en vacances, et comme tu l'as très bien dit, tu vis au rythme des animaux, hein, finalement. Tu vois la lumière du jour toute la journée et tu vas te coucher le soir, comme tout le monde, et que t'es pas sur un écran tout le temps. Eh ben, je suis tout le temps sans crise là-bas, en vacances. Parce que ouais, d'un coup, tu vis comme un animal. Et quand t'es ici, d'un coup, ça revient. On est des animaux. Bien sûr. Faut pas l'oublier, en fait. Hein. C'est ça. Effectivement. Et en fait, donc non, ça se règle pas en 2 jours, mais il y a plein de petites astuces qui peuvent te permettre de le régler. Déjà, première chose, quand tu te réveilles le matin, t'exposer à la lumière du soleil, pour que déjà ta rétine elle voit que c'est le jour. Il y a aussi la chaleur, parce qu'en fait, ta chaleur corporelle, elle a tendance à augmenter au fil de la journée jusqu'à un certain seuil où là, elle va descendre. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que pour bien dormir, il faut plutôt une chambre fraîche et tout ça. On le sait, quand il fait chaud, c'est difficile de dormir. Et en fait, donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, dès le matin, s'exposer au soleil, ça permet de créer un pic de cortisol. Attendre avant de boire son café. Ah ouais? Ouais. Merde, je le bois direct. Attendre avant de boire son café. Pourquoi? Parce que si tu bois ton café dès le réveil, en fait, ça va créer un pic de cortisol artificiel et du coup, le tien, qui est normalement quand même plus gros, ne va pas pouvoir se créer comme il se doit, on va dire. Donc, normalement, les chercheurs, ils te disent qu'il faut attendre à peu près 45 minutes, voire 1 heure. Ah ouais. 1h30 même, j'ai vu. Bon, on va dire 1 heure de moyenne avant de boire ton café. Dans l'idéal, si vraiment tu voulais faire un truc parfait, il faudrait te lever le matin, aller direct t'exposer au soleil. Ça, je le fais, ça, déjà. Après, il faudrait éventuellement faire un peu d'exercice pour faire monter la température corporelle et tout ça. Ça peut être marcher, ça peut être un truc un peu plus musculaire, mais pas non plus trop longtemps, tu vois. C'est pas un truc de fou, mais t'activer. Ça pourrait être, par exemple, des stretches. Tu vois, c'est con, mais t'es toujours en gainage, etc. Mine de rien, ça travaille quand même le corps. Derrière, un des autres trucs qui va jouer, c'est le froid. Ça fait partie des trucs qui font monter la dopamine. Tout à l'heure, on parlait de la dopamine. Donc, la douche froide ou le bain froid. Alors, ça sert à rien de grelotter comme ça. Mais il y a plusieurs études qui ont montré qu'à peu près 3 minutes En fait, il faut que le froid soit assez intense pour que tu aies envie de te barrer. Et que tu dises non, je reste. Ouais. Et en fait, là, déjà, ça va développer de la dopamine. Et après, il y a le repas. Le repas qui va, à son tour, augmenter la température corporelle, etc. Attends, j'ai une question. Là, on parle de faire monter la cortisol. Alors que ok, c'est un anti-inflammatoire, mais il y a des cas où c'est un ennemi. Alors,
Le problème, c'est toujours pareil, c'est la dose qui fait le poison. Ouais, bien sûr. Et le fait de l'utiliser à mauvais escient. Le cortisol, c'est une des seules hormones, si tu en as pas, tu meurs. Ouais. Tu peux vivre sans testo, tu peux vivre sans oestrogène, etc. Si t'as pas de cortisol, oui. si t'as pas de cortisol, tu cannes. Ouais. Tu vois. Donc c'est hyper important, surtout la gestion des glucides, etc. Le cortisol, c'est aussi ce qui va activer. Tout à l'heure, tu parlais du système nerveux. Donc tout ce qui est gestion de noradrénaline, etc. Combattre ou fuir et tout ça. Donc le cortisol, t'en as réellement besoin. Le truc, c'est qu'il faut le régler. En fait, nous, alors il y a des gens qui sont en insuffisance surrénalienne, qui n'arrivent plus à créer assez de cortisol. Souvent, c'est des gens qui ont fait des burn-out, qui ont énormément travaillé, qui ont mis toute leur rame dans leur travail et tout, jour et nuit, etc. Et en fait, ton corps, il balance du cortisol pour arriver à suivre la cadence. Et puis en fait, au bout d'un moment, il n'y arrive plus. Ouais. Il n'y arrive plus, on appelle ça une insuffisance surrénalienne. Il y a d'autres hormones qui sont produites par les surrénales aussi, et donc tu le vois justement sur les prises de sang quand tout commence à être down, tu vois. Et du coup, quand ce cortisol, il tombe, que tu n'es plus capable de créer assez de cortisol, bah, tu as ce syndrome de burn-out, quoi. Tu es tout le temps à plat. En fait, tu n'as pas l'étincelle. Ouais. Tu n'as pas ce truc qui allume la machine. Tu n'as pas la batterie, tu vois. Ça part pas. Ça part pas. Tu vois. Tu as l'essence dans la voiture, il y a tout qui est prêt, mais tu tournes pas la clé. Le cortisol, c'est ça tourne la clé. Okay. Donc l'idée, c'est pas de vouloir le faire monter absolument, parce que si tu le fais monter, en fait, quand tu le fais monter pendant trop longtemps, de façon trop chronique, tu t'épuises. Et donc après, tu n'arrives plus. L'idée, c'est surtout d'être assez haut au moment où tu en as besoin. Donc normalement, il est censé être haut le matin, et puis diminuer petit à petit le soir. Le soir, ta vision, ta rétine capte que la lumière diminue. Alors c'est assez marrant, parce qu'en plus, il y a une notion de haut et bas. Quand le soleil il est à midi, il est haut dans le ciel, et donc en fait le fait de voir une lumière haute comme un plafonnier, eh ben ça va plus activer ton cortisol que voir une lumière basse. Ouais, donc le soir, on conseille plutôt des petites lampes de chevet dans les tons rougeâtres, etc. Absolument, je vous donne un conseil, bon vous le savez, mais il y a sur les téléphones, tout le monde est sur son téléphone le soir maintenant. Il y a le truc night shift là, mais il y a mieux encore. Ça c'est vraiment l'entrée de gamme. Vous allez dans les réglages, surtout sur les iPhones, vous mettez une lumière rouge. C'est pas beau, mais c'est encore plus efficace. Et ça bloque pas du tout la mélatonine. Et si ça peut t'éviter de rester trop longtemps sur ton téléphone, c'est pas plus mal, parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone? Ils scrollent dans le lit. Ils scrollent, ils regardent des films. Moi, je regarde Smallville. Mais le mieux du mieux, c'est de... Non, désolé. C'est de lire. Alors là, ouais, tu lis, en plus tu t'endors assez facilement. Tu t'endors. Et truc à la con, mais si t'as des lampes de chevet qui ont une teinte plutôt péchue, que t'as pas envie d'investir dans des ampoules machin et tout, tu prends un t-shirt rouge ou quoi, tu le cales sur ta lampe de chevet et puis basta. Donc une couleur rougeâtre. Et du coup, quand ton œil capte que la lumière descend, que on va vers ces tons un peu plus rougeâtres, et bien en fait, il va activer du coup la mélatonine, et qui est un peu l'antagoniste du cortisol. Quand la mélatonine se pointe, le cortisol lui, il est à plat, et donc on commence à ressentir la fatigue, l'endormissement. Et moi, je le ressens sur mes symptômes. C'est dès que je sens que la cortisol elle commence à s'apaiser, je sens que mes symptômes en jour de crise, ils commencent à s'apaiser également en même temps, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que mon rythme, on dit rythme circadien ou cycle, c'est la même chose? Ouais, cycle circadien. Un cycle, mais rythme, ça sachez les amis que le cycle circadien, quand il est déréglé, et il est déréglé pour plein de personnes, pour des motifs différents, hein, l'hygiène de vie, un jour il y a un excès de colère et c'est resté bloqué comme dans mon cas, ça peut générer énormément de problèmes. C'est pas que le stress ou être en burn-out, mais ça peut créer des problèmes nerveux comme le bruxisme par exemple. C'est en corrélation. Donc en fait, ça met du temps à se régler. Déjà, je pense qu'il faudrait définir le mot stress. Parce que quand on parle de stress, souvent les gens ils pensent, tu sais, au stress, genre je vais avoir un examen. Ah non, on parle d'un stress à l'intérieur, le stress c'est du stress physiologique, c'est du stress, voilà, stress oxydatif. Ton réveil le matin, c'est un stress, la pollution, c'est un stress. Un truc que tu peux pas palper, que tu sais même pas que t'es stressé, mais t'es stressé. Exactement. Et tout ça, c'est du plus. Ton corps, il répond comme il peut, avec les armes que tu lui donnes, d'où l'importance d'avoir une bonne micronutrition. On parlait des oméga 3, etc., tu vois. Tout ça, c'est important, et ton corps, il répond avec ce qu'il a. Donc, ce que tu lui donnes aussi. Et du coup, je voulais vraiment revenir sur le fait de définir en fait ce que c'est qu'un stress, parce que pour la plupart des gens, ils vont te dire mais moi je suis pas stressé. Mais en fait, tu te rends pas compte, mais le fait de dormir que 6 heures, c'est un stress de fou. Le fait de passer toutes tes soirées sur ton téléphone à regarder Smallville, par exemple, surtout si tu mets pas le truc rouge, etc. C'est un stress, un peu mieux avec etc. Et donc, en fait, c'est comme ça que tu peux arriver parfois à des burn-out ou des choses comme ça. Sûr. Et tu peux épuiser ton système sans aller jusqu'au burn-out, tu vois. C'est pour ça que les vacances, en général, toujours, c'est cool, tout va bien, être en vacances, c'est normal. Il n'y a plus aucun stress, finalement. Est-ce que tu t'es renseigné sur la théorie polyvagale? Non.
Ça, c'est hyper intéressant. Le polyvagal du nerf vague, en fait. Ah. Le nerf vague, ça relie donc Bien le sûr. cœur, le diaphragme, Bien sûr. etc. Et donc, c'est relié et l'estomac. Et donc, au niveau de la respiration, et en fait, ça fait partie des seuls trucs, la respiration, Cohérence cardiaque. par exemple, cohérence Bien cardiaque, sûr. qui vont vraiment abaisser tes taux de cortisol. Alors, oui, mais n'attendez pas un résultat dès que vous avez fait. Ah, ouais, non. Non, ça prend 1 mois, 2 mois avant d'avoir des résultats. Il faut le faire tous les jours. Et ça, je viens de le découvrir. À chaque fois que je fais, je dis, bah, il n'y a pas de résultat. Mon cycle, c'est toujours la même chose, toujours le même rythme. Non, ça, le réhabituer son cycle, c'est 1 mois, 2 mois de travail où tu restes focus sur le truc. Et là, normalement, tu vois des résultats. Il faut être patient. En fait, alors dans tous les cas, pour régler une physiologie, il faut être patient. Mm. Faut pas espérer. Admettons, on a 35 ans, ça fait 35 ans qu'on fait les cons. Tu vois, à picoler, un machin, à se coucher tard, à regarder des trucs et tout. Et maintenant, on se dit, bah, c'est bon, j'ai une bonne hygiène de vie. Hop, dans 3 jours, c'est réglé. Non. En fait, tout à l'heure, t'en as parlé un petit peu, tu vois, de dire, bah, avant, ça allait, et aujourd'hui, ça va plus. Mais en fait, c'est pas du genre d'un coup, ça va plus. C'est juste que le corps, pendant des années, il a absorbé. Par exemple, ben, on dit souvent, ben moi avant je mangeais ça, puis je le tolérais très bien, et puis maintenant quand je le mange, j'ai mal au ventre, j'ai des gaz, machin et tout. Mais ça veut pas dire qu'avant tu le tolérais, ça veut dire qu'avant ton corps avait de quoi à répondre à cette agression, et au fur et à mesure que tu l'agresses, ben il a plus de quoi à répondre. Quoi. Ouais. Souvent je prends l'exemple, c'est comme si tu prends, tu fais ça une fois, ben il y a rien qui se passe, je fais ça 1000 fois, je vais commencer à avoir mal à la main, je fais ça 1 million de fois, j'ai un trou dans la main, pourtant c'est juste une caresse, quoi. Et ben le stress c'est ça qui va te bouffer petit à petit. C'est bizarre. Et au fur et à mesure du temps, quoi. C'est bizarre parce qu'il y a aussi l'effet inverse. Tu vois, là, j'étais en vacances et c'était un all inclusif. Et bah, j'ai bu tous les jours. Bon, je bois pas tous les jours, moi, de base. Hein. Je bois une fois tous les jours, environ. Mais là, j'ai bu... Non, voilà, là, j'ai vraiment bu tous les jours. Alors, les gars, Pendant 6 pas de jours, loin. j'ai bu. Et j'étais en crescendo de plus en plus. Hein. Au début, c'était 3 verres de vin, 3 à 4. Et les 2 derniers jours, c'était 40 centilitres de whisky et une bouteille de vin. Tu vois. C'est énorme. C'est colossal. Moi, je bois pas du tout, mais ça me paraît énorme. C'est colossal. 40 centilitres, quoi. Mais j'étais même pas ivre mort. Et en plus, je le tolérais super bien. Le lendemain, j'étais normal. Donc le corps, il finit même par s'habituer à ça. C'est-à-dire, au début, tu peux être mal parce que tu bois rarement. Quand je bois plus, là, j'ai arrêté de boire. Si je rebois, le lendemain, un peu relou. Alors que si tu bois tous les jours, au bout d'un moment, il tolère complètement la dose d'éthanol que tu lui as mis, il tolère très bien. Et là où tu vois, où c'est particulier, c'est que quand j'étais en vacances, j'étais en full alcool toute la semaine, full sucre, full tout ce que tu veux, et j'étais aucune crise. Tu vois? Donc en fait, ça prend pas forcément en compte l'hygiène de vie. Il y a vraiment un aspect aussi C'est psychologique, déjà. psychologique, mais cortisol, j'ai l'impression. Parce que ce que j'ai cru comprendre sur l'alcool, c'est un GABAergique. GABAergique, ouais. Et du coup, pourquoi ça joue autant sur mon truc? Et qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il y ait des fois où je bois de l'alcool, le lendemain, ça va super bien. Des fois, j'en bois et le lendemain, c'est un enfer. Des fois, j'en bois pas, c'est un enfer et c'est jamais constant. Et ben, ça explique que des fois, t'as un combat qui se passe dans la nuit entre ta cortisol et tes GABAergiques. Et si c'est les GABA qui gagnent, bah, tu vas te lever très bien apaisé. Si c'est la cortisol qui gagne, tu vas te lever en crise. Alors, sincèrement, j'ai jamais trop étudié l'alcool, parce que Ouais. j'en bois pas, et que, bah, c'est vrai que dans le milieu un peu athlète, tu vois, c'est pas le premier truc, voilà, j'ai étudié même les calories de l'alcool, genre là, il y a quelques semaines, parce qu'on m'a demandé, sinon j'avais aucune idée de combien ça faisait un verre de vin, etc. Alors, je me rappelle. 86. Ah ouais? Ouais. Quand même, hein. Ça dépend. Et, Oui, c'est 86. Et du coup, bah, je vais pas faire l'expert là-dessus parce que sincèrement, je connais rien. Je savais même pas que l'alcool c'était GABAergique, etc. Tu vois. L'éthanol, si, bien sûr. Mais c'est intéressant en tout cas. Après, moi, je pense qu'il y a toute une psychologie aussi qui fait que bah, quand tu te lâches et que tu dis ouais, nique sa mère, c'est bon. Si je bois, je bois. Si je mange sucré, etc. Je suis en vacances, je fais ce que je veux. Il y a tout qui redescend un petit peu. Par contre, tu vois, on parlait de temps. Je pense pas que si sur la durée 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu bois 40 centilitres de whisky tous les jours, ton corps va s'habituer et va l'accepter. Au bout d'un moment, tu vas avoir un foie cirrhosé et tout ça. T'es cirrhosé, t'as besoin de beaucoup plus pour avoir un peu d'ivresse, et t'en as même pas, et après c'est l'inverse. C'est-à-dire, t'as besoin d'alcool juste pour être normal. Et là, c'est le pire. Là, c'est quand t'es vraiment tombé dans le truc, c'est horrible. T'as même plus la petite ivresse, t'as plus rien. T'es dans l'alcool, si tu te lèves, tu trembles, et si t'as pas bu, tu trembles. Ça, c'est les gros alcooliques, c'est horrible. Ouais, ça me... Donc voilà, tu vois, je reste quand même sur l'idée que même si quelque chose peut te soulager à court terme, en général, si c'est violent, en tout cas dans un sens ou dans l'autre, bah, à long terme, ça fera forcément du mal, quoi. Mais en tout cas, tout à l'heure, on parlait de la respiration. Je pense que vraiment, si les gens ils veulent améliorer leur hygiène de vie,
Le mouvement, on est très très sédentaire. Moi, je travaille sur un ordi toute la journée, franchement. Tu marches pas en même temps? Des fois. Moi, j'ai un tapis, maintenant Ouais. je fais ça en même temps. Ouais, j'ai essayé aussi, mais c'est pas toujours évident quand Il y a un coup à prendre. Il y a un coup à prendre, Ouais. et puis. Je fais des montages maintenant, sans problème. Je peux monter en même temps. Stylé. Ouais, c'est. Donc il y a le tapis, mais il y a aussi les mouvements, tu sais, voilà, ne serait-ce que de faire des full squats, de s'étirer, etc. Moi, ça n'a pas du tout l'air quand tu vois mon compte Insta, mais je suis vachement dans le délire un peu mobilité et tout ça. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, faut savoir qu'à la base, je faisais que du coaching santé, hein. Ok. Et en fait, si aujourd'hui je me suis déporté sur la cible stéroïde, bah, c'est aussi parce que c'est celle qui me fait bouffer. On va pas se mentir. Et en fait, c'est celle qui me permet au final de faire un coaching qui me plaît vraiment, c'est-à-dire un coaching santé. Mais la phase d'approche n'est pas la même, parce qu'avant, quand je parlais juste de santé, ben, les gens s'en foutaient, quoi. Tu vois, il y avait pas de... Et ton parcours à toi, parce que c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dopes quand t'as commencé à te charger. T'avais quel âge la première fois? 25 à peu près. 25, et tu t'es renseigné ou t'as dit à Link sa mère et tu t'es mis une aiguille directe? Alors, je me suis quand même pas mal renseigné, mais par rapport à tout ce que je connais aujourd'hui, je te dirais que non, j'y connaissais que dalle. Je me suis renseigné sur les forums, comme tout le monde. Et ta façon de faire était dangereuse? Alors, j'ai pris un coach, moi. Ok. J'étais accompagné. Je l'ai pas fait tout seul. J'ai eu plusieurs coachs. En fait, si tu parles de mon parcours, moi, j'ai toujours eu tendance à être un peu gros. C'est-à-dire que moi, j'avais 9 ans, j'étais en gros surpoids. À l'adolescence, j'ai eu une poussée de croissance, machin, beaucoup de sport, donc j'ai perdu pas mal de poids. J'étais athlétique, mais grassouillé. C'est-à-dire, en fait, physique de rugbyman. À chaque fois, on me dit, oh, tu fais du rugby, toi. Moi aussi, je viens du sud-ouest, donc voilà, tu fais du rugby, quoi. Et j'en ai eu marre en fait d'avoir ce physique de rugbyman, j'ai décidé de me foutre dans le body. Et donc là, j'ai commencé à prendre des coachs, j'ai fait des diètes hyper restrictives, machin et tout. Et puis j'ai commencé à parler de compétition. Me dire tiens, j'aimerais bien me lancer ce challenge-là. Puis bon, on m'a un peu fait comprendre que faire de la compète naturelle, ça servait pas à grand-chose. À l'époque, il y avait pas autant de circuits que maintenant. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de ligues qui sont ouvertes normalement au naturel. On pourra en parler, mais bon, ils sont pas tous. Mais en tout cas, tu peux te faire plaisir. Et donc, du coup, à 25 ans, j'ai commencé à vouloir faire de la compète. Donc, j'ai pris un coach qui était spécialisé dans les compétiteurs. Et puis, je lui ai fait confiance. Simplement, je lui ai fait confiance. Donc, je dirais que non, c'était pas dangereux, mais que par contre, la compréhension de ce que je faisais, j'étais à des années-lumière de vraiment comprendre tous les incidents. Tu vois, on a parlé de neurotransmetteurs, etc. Bon, quand j'avais 25 piges, j'avais aucune idée de ce que c'était un neurotransmetteur. J'avais aucune idée que la testo et les autres produits, parce que j'ai pris tous les produits qui existent, hein. Ok. L'insuline, tout le bordel? Tout. Ok. Donc, franchement, à part la trestolone, qui est un peu nouveau, t'as des SARMs, des trucs comme ça, et encore même ça, j'ai touché. Mais tous les produits un peu connus. C'est quoi les SARS? Les SARMs, en fait, c'est sélecteurs, modulateurs et récepteurs d'androgènes, un truc comme ça. Donc, en gros, tu vas pas toucher à ton système hormonal, tu vas améliorer la capacité de ton récepteur à recevoir l'hormone. Donc je te dis une bêtise, avant tu produisais 10 de testo, sur les 10, les récepteurs allaient en prendre que 5, grâce aux SARMs, tu produis tes 10 de testo et les récepteurs vont en prendre 8. Donc tu améliores le rendement de ta testo. Comme prendre de la vitamine C avec du collagène, quoi. On peut mieux l'assimiler, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais si tu regardes en vrai dans les faits, on a très peu de recul sur les SARMs. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, ils ont peur de toucher aux stéroïdes, donc ils disent, je vais toucher aux SARMs parce qu'il y a moins d'effets secondaires, parce que c'est censé être moins suppressif et tout. Et en fait, il y a quand même pas mal d'études qui prouvent que la plupart sont hyper hépatotoxiques, donc déjà problème de foie. Ils sont quand même suppressifs pour la plupart aussi. En fait, tous ceux qui marchent, on va dire, pas trop mal, ont quasiment les mêmes effets secondaires que les stéros, pour pas autant d'effets positifs. D'accord. Donc ça se réfléchit. Je te dis pas que les SARMs c'est nul, je te dis pas que c'est bien, je te dis juste on n'a pas de recul dessus. La testostérone, c'est une hormone bioidentique qui est utilisée depuis au moins les années 50 en bodybuilding, donc hors du truc médical. On a du recul dessus. Les SARMs, ça reste très récent. Donc en tout cas, tout ça pour dire que j'ai pris tout ce qui est Winstrol, Trenbolone, etc. Tous les trucs, j'ai tout pris. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie pour que t'en arrives à ça. Alors, parce que au-delà de dire j'en ai marre qu'on me traite de rugbyman, c'est pas vraiment une insulte. Hein. Ah non, pas du tout. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que les gens en général qui se chargent, ils ont un truc à régler dans leur vie quand même. Alors, un truc à régler dans ma vie, j'irai pas jusque-là, mais je pense que mon passé d'enfant gros, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, donc à 9 ans, j'ai été gros, après, vers l'adolescence, j'ai fait taquet de sport, machin et tout ça. Je suis devenu acrobate à un très bon niveau, enfin, un bon niveau pour l'époque, en tout cas. Et je me suis fracassé le genou. Donc là, j'ai pété tous mes ligaments, etc. Donc croisé antérieur, croisé postérieur, etc. Et du coup plus d'acrobatie, du coup j'étais en coloc avec les potes, bon les gars on a la flemme de faire la vaisselle, McDo et tout, et j'ai pris 25 kilos. Je suis passé de 5 heures d'entraînement par jour à 0,
pendant des mois, parce que les médecins n'ont pas trouvé de suite mon problème de ligament, etc. Bon, ça a duré un certain temps avant l'opération et tout. Et donc, quasiment zéro sport, plus une petite déprime, hein, le fait d'arrêter le sport, en plus le fait que normalement, à ce moment-là, je devais travailler dans le sport, dans l'acrobatie, donc j'étais super heureux. Et puis ma blessure m'a tout enlevé d'un coup. Et là, donc j'ai repris énormément de poids, donc je me suis retrouvé à plus d'une centaine de kilos, bien bouboule. J'ai commencé à reperdre du poids et tout, et je suis arrivé à peu près à 85 kilos pour 1m75, donc encore grassouillé malgré le fait que j'étais relativement athlétique. Et en fait, c'est là que je suis rentré dans le truc. Donc, je pense, comme tu l'as dit, quand tu fais de la muscu, t'es toujours tenté. Je pense que ça dépend beaucoup aussi du milieu dans lequel t'es. Plus t'as des gens autour de toi qui se chargent, plus ça te paraît normal de se charger. Effectivement. Moi, je m'entraîne tout seul chez moi, donc j'ai pas eu ça me traverse plus l'esprit par rapport à mon physique. Moi, j'ai vraiment cherché le bien-être. Mais écoute, moi, je vais vraiment, là, tu vois, c'est marrant, ça me rappelle un peu des choses, mais moi, j'ai vraiment avancé par palier. C'est-à-dire qu'au tout début, j'ai réussi à atteindre une sèche un peu correcte et tout. À l'époque, il y avait Fitness Smith, je sais pas si tu connais, c'était un mec qui prenait un peu la cétogène et tout ça. Du coup, je m'étais mis Bagdad en cétogène et tout, j'avais réussi à sécher un peu. Je m'entraînais avec des gars qui ont commencé à toucher un peu à des produits, des produits oraux, tu vois, des cachets. C'est pire, ça, non? Ah, pour le foie, ouais, c'est pire, ouais. Pour le foie, c'est pire. Et puis souvent, c'est très mal utilisé parce que c'est mal compris, parce qu'on a l'impression que c'est un booster de testo, quoi. Tu vois, le fait que ce soit en cachet, déjà, le geste n'est pas le même. Et donc, tu voyais un peu leur évolution. J'ai eu un premier coach qui m'a dit, prends ci, prends ça, prends ci. J'ai tout acheté. J'ai fait la première injection. Et puis, j'ai dit, non, vas-y, j'arrête, c'est pas pour moi. Tu vois, j'ai eu un peu le même profil que toi où tu te dis, ouais, je prends tout. Et puis après, tu réfléchis. Non, finalement, je le fais pas. Et donc, tu vois, ça s'est maturé au fil des ans jusqu'à ce que je trouve un coach en qui j'avais vraiment confiance. Et du coup, là, je me suis lancé dans ce délire de compétition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, à moi maintenant, parce qu'avec Instagram, machin et tout, ça se diversifie. Mais à l'époque, c'était, si tu prends des produits et que tu fais pas de compète, t'es une salope, en gros. Tu vois. Aucun intérêt. Les produits, c'est que pour la compète. Et donc, je pense qu'on est énormément à se dire, ouais, mais moi, je vais faire une compète. Pour prendre des produits. Mais est-ce qu'au final, tu vois, moi... Juste pour justifier que tu vas prendre des produits. Presque, ouais. Parce que moi, la réalité, c'est que j'avais des physiques de rêve en tête. On a les Stallone, on a les Schwarzenegger. On est sur notre génération, t'as 35. J'ai 37. Et d'ailleurs, pour rebondir sur les Stallone et compagnie, moi, je me suis mis en tête que, regarde Stallone, il a 80 piges là, 78. Il est sous TRT depuis 80 piges, je pense, le mec. Mais il est sous TRT, oui. Ouais, il est né sous TRT, je pense. Et le gars, TRT, hormone de croissance, et peut-être un autre truc à côté, je pense. Et il a eu des époques, Rocky 3, Rocky 4, il était chargé comme une mule, le gars. Son corps, il était ultra sec, tu vois. Et pourtant, le gars, il est en super bonne santé encore. Et je me suis dit, TRT égale Stallone 80 piges, why not, tu vois. Et c'est normal qu'on va chercher les cas positifs à ce moment-là. En vrai, pour se rassurer. Sincèrement, si on parle juste de la TRT, donc de la thérapie, où on reste sur du thérapeutique, où on ne dépasse pas... Donc on prend 150 mg par semaine. C'est à 150 mg, sincèrement, la plupart du temps, tu dépasses largement. Ah ouais? Ouais. Moi, je te dirais une TRT classique, c'est entre 50 et 100 mg. Okay. Et il y a peut-être quelques individus qui ont besoin de monter au-dessus. C'est personne dépendant. C'est-à-dire que la testo que tu injectes n'est pas forcément totalement métabolisée par ton corps. Il y a des gens qui vont avoir besoin de moins, des gens qui vont avoir besoin de plus. Moi, aujourd'hui, ça fait à peu près 6 ans, depuis que j'ai arrêté les compètes, depuis que j'ai arrêté les produits, que je suis en TRT et je tourne en moyenne à 75 mg par semaine. Mais tu restes bien. Est-ce que doper un jour, doper toujours ou... Pour moi, oui. Ouais. Alors, quoi, au point de vue psychologique ou au point de vue physique? Au point de vue physique, pour moi, tu passes des steps que si tu continues à t'entraîner derrière... Et tu fais une TRT, tu maintiens. Ou même si tu fais pas de TRT, si tu arrives à bien relancer ton système hormonal naturel, ça dépend combien de tu gardes les gains? Oui, alors l'idée que faire une cure et derrière tu repères tout, c'est pas totalement vrai et c'est pas totalement faux non plus. Mais alors il faut vraiment faire la différence. Il y a des gens, ils font une cure. Pendant la cure, t'as un peu le syndrome de Superman, on appelle ça. Encore une fois, ça touche pas tout le monde. Mais on en a parlé tout à l'heure, la dopamine et tout ça. La dopamine, c'est le drive, c'est la motivation. Bien sûr. Tu vas à la salle, boum, t'as un pump de ouf, tu progresses quasiment toutes les séances, tu rajoutes des plaques et tout, tu vois. Donc il y a tout qui est en place pour que tu continues à avoir envie de t'entraîner. Derrière, tu relances. Tu te retrouves des fois avec une testo un peu basse si t'as pas de bol. C'est toujours pareil, un peu la génétique, etc. Mais moi, la plupart des athlètes que j'ai aidé à relancer, ils reviennent à une testo normale. D'accord. Sauf que quand tu passes de Superman à normal, t'as l'impression d'être nul, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc là, il faut arriver à maintenir ta motivation, te dire, putain, mais je vais m'entraîner, mais j'ai plus le même pump. Putain, je rajoute plus autant de poids. Putain, mais ça va plus aussi vite. Et du coup, très souvent, les mecs, ils sont en relance,
ils arrêtent de s'entraîner, ils bouffent de la merde. Ah ouais. Parce c'est que le le cercle dopamine vicieux. et tout, Bien donc sûr. vas-y, je mange du sucre et machin, tu vois. C'est Et le donc, cercle vicieux, tu vois. c'est le cercle vicieux même de l'alcool qui fait grossir. C'est pas l'alcool qui fait grossir, c'est ce que tu vas manger parce que tu auras bu qui va te faire grossir. Et en général, quand tu bois, tu vas dire nique sa mère, tu manges tout, tu vois. Tu manges tout ce que. Bah, t'es désinhibé, quoi. Ouais, donc, complètement. tu Tu vois. manges vraiment des trucs qu'il faut pas manger. Et, Mais d'accord. et du coup, voilà, donc, oui, ça dépend de ce que tu prends comme produit. Il y a beaucoup de gens qui sont justement, on parlait des oraux, alors je sais pas si on peut trop dire les termes, mais genre Dianabol, etc., qui sont prendre énormément de rétention d'eau. Et donc, forcément, quand t'arrêtes, bah, cette rétention d'eau, elle se barre. Et là où tu croyais que t'avais pris 10 kilos, bah, en fait, tu vas avoir 4 ou 5 kilos d'eau qui vont se barrer, t'en auras pris que 5. Mais t'as pris 5 kilos, mon gars, c'est énorme, C'est tu vois. colossal. C'est colossal. Ouais, c'est colossal. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est colossal. Et donc, en fait, tu vois, c'est pareil, les mecs qui vont faire une prise de masse et qui bouffent tout ce qu'il y a et qui, en fait, sont pleins de flotte et sont tout dégueulasses, etc. Bah, forcément, dès qu'ils vont sécher, ils vont dire, ah, mais j'avais pris 15 kilos, j'en ai gardé que 3. Mais t'as gardé 3 quand même. Le problème, c'est que t'es con parce que t'as pris 15 kilos. T'aurais dû en prendre que 7. Ouais. Tu vois? Bon, bah, t'as mal géré ton truc, en fait. Et donc, il y a beaucoup de croyances qui viennent aussi du fait que les gens gèrent mal. Tu vois. Donc, je dis pas que c'est bien de le faire encore une fois. Mais voilà. Et après, je pense qu'il y a surtout ton potentiel génétique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été gaillard. Oui. Ok? J'ai plus de difficultés à sécher que de difficultés à prendre de la masse musculaire. Donc, je pense que la masse musculaire que j'ai aujourd'hui, en plus, sincèrement, je vais pas te mentir, en ce moment, je travaille beaucoup et tout. Je m'entraîne genre 2 fois par semaine. La diète, j'ai toujours été correct sur la diète, mais je me prends pas la tête non plus. Je fais des restaurants, des machins et tout. J'arrive à rester comme ça, sans prendre de produits ou autre. Mais c'est aussi ma génétique. C'est-à-dire que si j'étais monté, je te dis une connerie, à 110 kilos sec, bah, je serais jamais resté à 110 kilos sec parce que c'est bien au-delà de mon potentiel génétique. Et si de base, toi, ton potentiel génétique, c'était un mec hyper skinny, hyper fin, etc., et que grâce aux produits, admettons, tu faisais 60 kilos, tu arrives à monter jusqu'à 90, il y a très peu de chances que tu arrives à maintenir les 90. Tu vas sûrement revenir au fil du temps, autour peut-être des 70, etc. Mais tu as quand même passé un step. Donc pour moi, doper un jour, doper toujours. Aujourd'hui, je prends mon propre exemple. Je fais 1m75 pour 93 kilos. Ah, c'est énorme. C'est pas mal quand même, ouais. Je suis quasiment à la taille plus 20. Je dois être autour des, allez, 15, entre 15 et 17% de masse grasse. Je suis pas très sec en ce moment. Peut-être un peu moins. Je me fais une fixette sur mon bide comme tout le monde, mais peut-être si on compte les bras, les cuisses et tout, je suis peut-être un peu moins. Le corps. De quoi? Non, j'ai un pote, Morgan. Il y a quelque chose qui. Je te montre. Je connais pas Morgan, mais du coup, voilà. Donc en tout cas, si... mais de toute façon, tous tes potes, c'est des connards, Tom. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, 94 kilos. Je me dis que si je sèche, genre vraiment sec compète, ben, je vais tomber à autour des 83 kilos. 1m75 pour 83 kilos à 5% de masse grasse. Oui, c'est pas naturel. C'est chargé, ouais, effectivement. Tu vois? Mais alors, du coup, toi, t'as pas eu une enfance particulièrement difficile, un truc traumatisant, rien qui t'a fait arriver à ça, quoi. Non, moi franchement, je dirais que j'ai eu une enfance vraiment. Moi, j'ai eu une maman qui s'est beaucoup occupée de moi, qui m'a donné beaucoup d'amour, qui s'est vraiment beaucoup donné pour que je puisse faire du sport et tout. C'était vraiment ma passion, le sport. J'ai une enfance un peu particulière dans le sens où j'ai jamais été à l'école. Jamais. Jamais. J'ai jamais mis un pied dans une école, ni à la maternelle, ni rien. Mais jamais. Cours à la maison ou rien du tout? Cours à la maison, ouais. Ok. Cours à la maison, mais jusqu'en 5e. J'ai arrêté l'école assez tôt. C'était vrai, j'étais vraiment pas scolaire. Comme moi, j'ai arrêté très tôt. Pas en 5e, mais j'ai arrêté juste après. Ouais, tu vois, j'ai fait ma 4e vite fait. Et puis en fait, si tu veux, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc à partir du moment où j'ai vu que je m'approchais des 16 ans, pareil, et qu'on pouvait plus trop m'embêter, je fais, allez les gars, venez à me 15 ans, chercher. j'ai fait ça, moi. Je dis, allez, c'est bon, allez, rectorat, vas-y, prends rendez-vous, allez, tu vas avoir 16 ans dans pas longtemps, c'est fini. Voilà. Donc, bon, il se trouve que moi, comme j'étais scolarisé à la maison, on avait quand même des peines possibles qui étaient assez lourdes, hein. Ma mère était possible d'emprisonnement et tout. Ouais, tu reçois des lettres où c'est marqué en rouge. Quand t'as 12 ans, tu lis la lettre. Ok. Et en fait, j'avais des contrôles tous les ans avec l'Académie nationale où il fallait que je réponde à un certain niveau. Sinon, c'était on te fout à l'école, tu vois. Ok. Donc, c'était quand même assez... On te fout en prison parce que t'as pas répondu juste à des questions. Bah, pas moi, mais ma mère aurait pu être passible de prison. Après, je pense que, tu vois... Non, pas en France, pas voilà, un truc comme ça. Tu vois. C'est la peine maximale, là. Exactement. On connaît en France. Mais quand t'es gamin et que tu vois ça, tu flippes un peu. Et donc voilà, donc moi j'ai jamais été à l'école et du coup j'ai fait beaucoup de sport, c'est-à-dire que déjà autour des 12-13 ans, je faisais une vingtaine d'heures de sport par semaine. Ah ouais, énorme. Je faisais des arts martiaux en fait, moi j'ai toujours été passionné d'arts martiaux que je pratique encore aujourd'hui. Tu veux me frapper? Non, moi je ne veux pas frapper les gens, je suis un gentilhomme. Et si tu veux me frapper, tu peux me frapper. C'est vrai? Je suis pas sûr que ça arrange les trucs de mâchoire en plus. Si, au contraire, peut-être. C'est vrai? Ouais, j'ai pas testé ça encore.
Pour en avoir pris pas mal, en général, t'as mal. Hein. Et donc, ouais, je pratiquais beaucoup d'arts martiaux. Et donc voilà, et ma maman s'est démenée pour ça, j'en serais toujours reconnaissant parce que on n'avait pas trop d'argent, donc... C'était une hippie, tu m'as dit? Ouais, ma mère, elle est un peu hippie, déjà le fait de pas me mettre à l'école, etc. Alors elle se revendique pas du tout comme hippie parce que c'est vrai qu'elle a un côté psychorigide et tout ça, mais on était marginaux dans le sens où on a vécu des choses que la plupart des gens ne vivent pas forcément. Du genre. J'ai vécu 5 ans en caravane, par exemple, quand j'étais enfant. T'es gitan, non? Non, pas du tout. Mais on nous confondait. Enfin, ma mère, t'as un petit truc, type un peu espagnol, tu vois. Donc voilà, j'ai vécu 5 ans en caravane et le truc marrant, c'est sans électricité. Ah ouais, c'est très marrant. Donc c'est vrai que pour les gens, on se dit ouais, j'ai vécu 5 ans sans électricité, sans télé et tout. Quand j'ai gamin, j'avais pas la télé. D'accord. Je jouais dehors avec les chiens, je me faisais des arcs et des crevés, flèches, tu vois. Non, ils étaient pas crevés, mes chiens. Enfin, maintenant, ils sont morts. T'en as crevé un, je vais dire qu'on a crevé un jour. Non. Je vais voir ce que ça fait. Non. Je suis pas un psychopathe. Et donc voilà, donc ma maman, moi j'étais passionné de sport. Elle, en fait, elle était passionnée de danse quand elle était enfant. Ses parents lui ont pas donné du coup cette possibilité-là. Et donc elle s'est toujours démenée pour que je puisse aller à mon sport. Donc c'était aussi un certain budget, que ça soit les inscriptions dans les clubs, l'essence. Donc des fois on pouvait pas faire, elle faisait pas les allers-retours. Elle m'attendait dans la voiture à lire un bouquin pendant que je faisais mon sport. Etc. Disons que la conclusion du dopage, finalement, c'est pas un trauma d'enfance, c'est juste la suite un peu logique d'un sportif qui consacre sa vie au sport. Il va finir par arriver à une sorte de palier où il va dire ok, je suis arrivé à une certaine limite, bon, je suis sportif depuis toujours, je vais peut-être passer à la vitesse supérieure. Alors, je le vois plutôt comme ça, s'il n'y a pas vraiment eu de trauma d'enfance, parce que je connais des mecs qui se dopent parce qu'ils ont vécu un viol plus jeune, parce qu'ils ont vécu du harcèlement, des trucs comme ça. J'allais te dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont fait harceler, etc. Par exemple, à l'école et tout. Moi, ça, j'ai jamais été mon cas parce que j'ai pas été à l'école. C'est toi qui as harcelé les chiens. Ouais. Non. Mais je l'imagine de ouf. Fun fact, à un moment, on a eu un mouton. Ouais. Et j'ai rien trouvé de mieux quand il était bébé de faire genre jouer au coup de boule avec lui. Sauf qu'après il a grandi, il me voyait, il me traçait dessus et moi je me chiais dessus, mon gars, je montais, j'avais un portique. Ils ont un front, mais les béliers, les moutons, c'est un truc de malade. Et genre il me faisait trop peur le mouton. C'était un mouton de garde. Tu l'as mangé un jour ou pas? Non, mais on se l'est fait piquer sûrement par des gitans. Ah, ils l'ont bien mangé. Oui, je pense qu'ils l'ont bien mangé. Ils l'ont tondu, ils ont optimisé à fond le mouton. Mais du coup, non, par contre, je pense quand même que le fait d'avoir été gros... En fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui encore, je le ressens, tu parles de trauma. Moi, je suis un éternel insatisfait au niveau de mon corps. Ouais. Tu vois, toi, tu me dis, ouais, t'es balèze et tout, mais moi, quand je m'engage, je me dis... Si, t'es balèze, mec. Tu vois non, clairement, t'es balèze. Dès que tu rentres dans une pièce, on dit, oh, il est balèze. Mais bien sûr que oui. Moi, je me trouve pas ouf. T'es pas ouf. Et même quand j'étais en compète, et ça c'est le propre du compétiteur en bodybuilding, c'est-à-dire que t'es jamais content, en fait, t'es jamais évidemment, c'est un quand truc t'es de la sec, pointe. Quand t'es sec, tu te trouves pas assez sec, et tu te trouves pas assez gros. Quand t'es en prise de masse, t'es déprimé parce que t'es trop gras. Enfin, tu vois, genre t'es toujours déprimé, en fait, t'es jamais satisfait. Ouais. Il y a jamais eu un moment pendant toutes mes années de compétition, alors que j'avais des physiques que je n'ai jamais plus revus, parce qu'il y avait les produits et tout, où je me suis dit, putain, là je suis fier de moi. Là je suis vraiment content de ce que j'ai. Jamais, pas une seule fois. Et donc, je pense qu'en fait, ça entraîne aussi le truc du plus. Au tout début, j'ai commencé la muscu, je voulais ressembler à Brad Pitt dans 3, tu vois. Donc, je sais pas, au début, j'avais 33 de bras, je voulais avoir 36, j'ai eu 36, j'ai voulu 38, j'ai eu 38, j'ai voulu 40, j'ai eu 40, j'ai voulu 42, j'ai eu 42, j'ai voulu 45, j'ai eu 45, j'ai voulu 48. T'es au combien, là, au maximum, t'as eu combien? J'ai eu 45. Je crois que c'était 43, mais... Honnêtement, les bras, j'ai jamais eu un gros tour de bras. Après, j'ai eu des insertions et tout qui font qu'ils ressortent pas trop mal. Comme Morgane. Donc voilà. Ça, c'est très Morgane. C'est très génétique aussi, hein, tu vois, les insertions, etc. Je l'emmerde, ce mec. Je l'emmerde. Pauvre Morgane. Je sais pas quitter Morgane. Il est mort. T'as raison de faire ça. Du coup, ok. Mais je vais rebondir sur un truc qui reste dans la thématique, mais un peu moins. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs maintenant, les youtubeurs qui crient tous en mode Nati et qui sont tous dopés? On en a parlé vite fait tout à l'heure, mais j'ai vu que tu faisais une petite revue, toi, sur ton Instagram, où tu passais des mecs, tu dis chargé, Nati, et à chaque fois, c'est le bilan est sans appel, c'est évidemment qu'il est chargé. Il y a très peu de chances qu'ils soient Nati, ces mecs, mais tout le monde dit qu'ils sont Nati. Alors, je vais pas me faire que des amis. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont la golden génétique et qui, en effet, peuvent peut-être arriver à ce genre de physique naturellement. Alors, le truc, c'est que c'est bizarre. En France, en plus, on n'a que des golden génétiques, quoi. C'est un truc de fou. Tout le monde, voilà. Et nous, tous les anciens, on s'est entraînés, on a bien mangé et tout ça, et
Et en fait, les seuls qui étaient vraiment gaulés, c'était des mecs qui se chargeaient et qui t'avouaient qu'ils se chargeaient. Et maintenant, mais les mecs sont tous naturels. Alors qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure ni sur la nutrition, ni sur l'entraînement, etc. Tu vois, alors c'est vrai que les gens commencent la muscu de plus en plus jeunes. Tu vois, à Basic Fit et tout, il y a des gars, ils ont 16 ans. Donc c'est vrai qu'ils sont en pleine possession au niveau de testo, machin et tout. Donc je pense quand même que le physique va en s'améliorant. Même si on a vu qu'au niveau générationnel, notre taux de testo baisse de plus en plus. J'allais en parler. Nos arrière-grands-parents. J'allais en parler. J'étais en train de me dire, il faut que je lui parle de ça, là. Mais bon, je pense quand même qu'au niveau de l'apprentissage, moi quand j'avais 16 ans, j'ai commencé par la méthode Lafay. Maintenant, les mecs, tous fait ça. Les mecs, ils ont 16-17 ans, ils deadlift de 50, tu vois, c'est pas le même délire, quoi. Ouais, c'est pas des chaises à la con où tu fais des dips dessus, quoi. On n'est pas sur... Merde. C'est ça, hein, tellement. On n'est pas sur le même truc. Donc, je pense quand même qu'il y a un côté positif à tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se leurrent. Après, il y a aussi des trucs qui font que les mecs, aujourd'hui, c'est leur métier. Genre, ils maîtrisent la lumière, ils maîtrisent les filtres, ils maîtrisent les poses, etc. Et des fois, ces mêmes mecs, tu les mets à côté de quelqu'un. Et tu sais, tu te dis, oh, finalement, il est pas si ouf que ça. Et t'as vu, c'est marrant, ça t'a fait un peu le contraire. Quand tu m'as vu rentrer, tu te dis, putain, il est balèze. Oui. Et eux, des fois, ça fait l'inverse. C'est-à-dire, quand tu les vois à côté de quelqu'un, tu les vois à côté de toi, tu te dis, putain, je t'imaginais plus gros, oui, en fait. ils sont juste très secs. Ils sont juste très secs. Et une bonne lumière par le dessus. Et une super lumière. Et souvent, c'est des gens qui ont une tendance, contrairement à moi, à être assez secs naturellement. Tu sais, depuis toujours. Ils ont pris un peu de masse musculaire. Ils ont des belles génétiques aussi. C'est-à-dire les insertions, etc. Donc je pense que il y a de tout, il y a à boire et à manger, mais soyons honnêtes, il y a quand même beaucoup de gens, énormément de gens, qui se chargent. Bon, ça on le sait de manière. Sans le dire. Par contre, il faut vraiment qu'on parle de qu'est-ce qui s'est passé en un siècle par rapport à la testo, parce que quand on voit la gueule de nos grands-parents, même de nos parents à 20 piges, la tête qu'ils ont à 20 piges, c'est même pas nous à 35. C'est des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, ils ont une tête à 20 ans, que personne ne peut avoir, même à 45 ans. Il faut le... Vas-y, casse-le, la gueule. C'est-à-dire, tu vois, on voit les darons avec la moustache. Ça n'existait pas, les imberbes avant, j'ai l'impression. Ouais, mais au-delà de ça, même les yeux, le regard, le côté féroce, tu vois, où tu dis c'est des hommes, tu vois. C'était des mal virils, ouais. À 22 ans, c'était des mecs, des vrais hommes. Aujourd'hui, t'arrives même pas à retrouver ces hommes-là, quel que soit l'âge. C'est-à-dire, nous, à 40 ans, on sait à quoi on ressemble. On ressemble même pas du tout à des mecs de 40 ans d'avant. À 40 ans, les mecs avant, ils étaient foutus presque. Nous, à 40 ans, c'est là où on commence à développer notre potentiel, j'ai l'impression, dans la nouvelle génération. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Donc, c'est aujourd'hui qu'à 40 ans, on dit, OK, on commence à voir des mecs en face de nous. Alors qu'avant, c'était à 20 piges. Mais qu'à 40 ans, il est déjà un peu trop tard. On est déjà en train de chuter doucement. Bon, ça va, on a encore 10 ans devant nous, 15 ans même. Parce qu'un homme, il commence à être magnifique à 40 piges. Et c'est jusqu'à 60 ans. À partir de 60 ans, si tu te maintiens pas, si tu fais pas de sport, si tu fais pas attention, c'est horrible. Par contre, jusqu'à 60 piges, tu peux rester très bien, hein. On l'a vu avec Stallone. Ouais. C'est mon seul exemple. Il y a une bonne pharmacie aussi, quand même. Ouais, effectivement. Faut pas l'oublier. Mais ouais, il s'est passé quoi? C'est quoi? C'est la bouffe? C'est la que c'est un mélange de pollution? tout. C'est parce qu'on n'a pas vécu la guerre? C'est quoi? Alors, honnêtement, la guerre et tout, je pense pas. Alors, au niveau de ce que tu dis, au niveau du regard, de la psychologie, je pense qu'il y a vraiment la psychologie, le fait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus choyé, on est de plus en plus dans un truc qui est doux, qui est soft, qui est facile. On mange mou. Tu vois? On mange mou, tu Avant, vois. ils mangeaient les os. Ma mère mangeait les os. Tu vois? Comme ça, le collagène, elle disait, moi, c'est du collagène, elle le mangeait comme ça, tu vois. Mais, tu vois, enfin, je pense que les gens avant, étaient quand même plus dans un état de survie que nous, aujourd'hui, on sait que, c'est facile. Franchement, on a la belle vie quand même. Donc ça, bon, c'est le côté psychologique qui, je pense, forge un homme. Et en effet, aujourd'hui, peut-être qu'à 40 ans, malgré le fait qu'on ait moins de testo, on a eu le temps de se forger. Donc il y a un mélange. Je pense qu'il y a un de mélange vitalité et de maturité qui fait qu'à 40 ans, on commence à être un hybride qui n'a jamais existé avant, à aucune époque. À 40 ans, on est la nouvelle génération de mecs qui auraient pu être à 28 ans d'avant. Mais je pense qu'aussi, il y a... Enfin, tu vois, la génération d'avant, ils avaient pas de doute. Tu vois, genre, ils allaient faire des études, ils prenaient un métier, ils savaient qu'ils allaient faire ce métier jusqu'à la retraite, etc. et tout. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de recherche comme ça sur le développement personnel entraîne aussi le fait qu'il n'y ait jamais de doute. Donc, qu'il n'y ait jamais de doute, t'es dans ton truc et puis tu te poses pas la question. Nous, on est une génération qui se pose beaucoup plus la question, mais qui fait peut-être qu'à 40 ans, on est beaucoup plus heureux que ce qu'étaient nos parents ou nos grands-parents à 40 ans. On a trouvé une vraie situation, on a eu le temps de se prouver ce qu'on savait faire, on a eu le temps de monter des business ou pas, mais Absolument. Tu vois, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est. Par contre, au niveau hormonal, ça a été prouvé. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a vraiment, je crois que c'est un truc genre 20 ou 30%, 22%, ça me revient, 22%
de moins de testo que nos arrière-grands-parents au même âge. Bah attends, si c'est 22% de moins, ça veut dire que nos grands-parents aujourd'hui seraient des mecs dopés? Ou pas encore? Non, je pense pas quand même. Je pense pas. Mais alors ça, c'est très intéressant. On repart sur les stats. Les stats. Oui, ça veut dire quoi? C'est quoi quand ça tu veut dire quand- quoi quand- Voilà. 22%, est-ce que sur une prise de sang d'un mec normal, 22%, c'est pas grand-chose, alors que quand dès que t'es dopé, t'es sur du 500% de plus? Exactement. Ah, c'est ça? Exactement. Alors c'est ridicule alors. En fait, c'est pas un truc de ouf non plus. 22%, c'est pas grand-chose. En fait, le dopage, tu vois, tout à l'heure on parlait d'une TRT, tu me dis oui, mais si tu te mets au top de la fourchette, alors que de base c'était pas, c'est du dopage. Mais en fait, l'influence va être très minime. Je connais même des gens qui, par exemple, se chargent à 250 mg de testostérone. Donc, comme je t'ai dit, moi, ma TRT aujourd'hui elle est dosée à 75, ok. Donc, 250 mg de testostérone par semaine. On est clairement au-dessus des normes. En général, au moins 2 fois, voire 3 fois la norme haute. Allez, on va dire 2 fois. Et sincèrement, physiquement, il se passe pas grand-chose. C'est ouf ça. Hein. Il se passe des choses au niveau psychologique. Tu crames un peu plus de gras. Oui, tu prends un peu plus de muscle, oui, mais tu te transformes pas, tu vois. Les gens qui pensent qu'en 3 mois de dopage, tu deviens comme Schwarzy ou même Chris Bumstead ou je sais pas qui, ils se mettent... Tu vois, j'ai envie de te dire, un Chris Bumstead, demain, toi ou moi, enfin, sans t'inquiéter, peut-être que toi, oui, j'en sais rien, mais on peut se mettre autant de produits qu'on veut dans le cul, on sera jamais au niveau de Chris Bumstead, tu vois. Ou Théo le Guerrier, ou tous ces mecs-là qui ont, en fait, une génétique hors norme. Ça veut dire qu'ils sont hyper répondants aux produits. Ça veut dire qu'ils ont la capacité au niveau des organes et tout ça à encaisser la quantité de produits. Il y en a qui crèvent, hein. Il y a des gens qui crèvent, ils prennent ça, ils meurent tout simplement. Ça veut dire qu'ils ont aussi la capacité de manger. Parce que quand tu fais comme un Théo le Guerrier ou Stéphane Matala et tout, que les mecs ils s'envoient 6000 cales tous les jours, tu vois, il faut voir. Et la thune aussi. Ouais, la thune. Ça coûte une fortune, hein, ces mecs-là, ce qu'ils prennent en produit, c'est pas une TRT, hein. C'est des milliers d'euros par mois, je crois. C'est pas une TRT, mais franchement. Pharmacie à plus d'1 millier d'euros par mois, je crois. D'expérience, c'est souvent moins que ce qu'on pense. Ah ouais? Ouais. Franchement, parce qu'on se dit toujours, parce que pour avoir fréquenté le milieu du body, en fait, quand tu fais les championnats de France, etc., t'as plein de mecs qui sont comme moi, tu vois, qui ont un niveau genre moyen plus, mais on reste des amateurs, quoi, tu vois. Et en fait, on se charge tous avec des doses qui sont quand même, on va dire plutôt avancées. Et en fait, on se dit, ouais, mais un mec, pour qu'il soit aussi balèze, ça veut dire qu'il charge vraiment beaucoup plus que nous. Tu vois, on a tous ce fantasme de se dire, oh, mais lui, il envoie 3 grammes de testo par semaine, etc. En fait, non, il prend... En fait, quand tu regardes, moi, j'ai vu des cycles sur Sean Roden, par exemple, pour ceux qui connaissent, il est mort, mais il est pas mort à cause des produits, a priori. Hein. Mais en tout cas, bon, c'est un bodybuilder de très haut niveau, il a gagné Mister Olympia. Et lui, ses cycles de prise de masse, c'était des cycles d'amateurs que tu vois au championnat de France, etc. Tu vois, là. 750 mg de testostérone à peu près, tu vois. Ouais. Donc ça veut pas dire peut-être que par le passé, pour construire sa masse, il est monté beaucoup plus haut. J'en sais rien. D'accord. Mais je sais que là, c'était pas... Tu te dis pas... Waouh, le mec, c'est un fou. D'accord. Ouais, en fait, je connais plein de mecs qui font 85 kilos et qui en voient autant que lui. D'accord. Tu vois. Et en parlant justement d'argent, comment ça se porte ton business? Moi, mon business, il se porte très très bien. Je suis très bien. Content. Et c'est justement le choix d'avoir ouvert la porte à la TRT et à tout ça qui fait que ça se passe super bien? Alors, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. Ok. Donc voilà. J'ai aussi pris quelqu'un pour m'accompagner sur tout le plan business. Donc ça m'a fait exploser en fait. Ça m'a fait exploser parce qu'il y a plein de choses que je savais pas faire. Moi avant, tu m'écrivais sur Insta, tu me disais ouais j'aimerais bien un coaching, je te disais ok c'est temps. Voilà, merci, au revoir. Maintenant, on fait des appels de t'apprends à être un peu plus influenceur en plus, etc. Exactement, tu vois. On est vraiment sur quelque chose où on va passer 45 minutes avec la personne, voir si le coaching est vraiment adapté à elle, etc., etc. J'ai fait énormément grossir ma qualité de coaching. J'avais très peur de perdre en qualité en grossissant, en me disant je vais faire comme tout le monde, faire des masterclass, mettre des coachs payés au rabais qui te disent mange de la salade et puis ciao. Et en fait, au contraire, je me suis vraiment entouré d'une équipe de professionnels. Aujourd'hui, donc j'ai 2 médecins dans mon équipe qui travaillent avec moi. J'ai un kiné aussi qui permet d'avoir un peu des protocoles de rééducation et tout quand on commence à développer des petites tendinopathies, machin, tout ça. J'ai une psychothérapeute préparatrice mentale et puis j'ai un neuropsychologue. Donc on attaque vraiment tout le côté prépa mentale, tout le côté psychologique, tout le côté TCA et tout ça. Avenger là, ton équipe, mon gars. Franchement, j'en suis super fier. Je pense qu'au côté francophonie et en France, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui proposent ça. Mais avoir toute cette équipe-là, ça doit coûter cher quand même. Ouais, il faut les payer, ouais. Tu les payes combien? Ça dépend. Ça dépend combien de coaching il y a, tout simplement. Ouais, en fait, la plupart, c'est ça. Par exemple, la psychothérapeute, on est sur un fixe par mois et après un certain nombre de séances, mais en fait, ils sont tous payés plus ou moins à ce qu'ils font, à leurs séances. Ok, tout simplement. Voilà. Donc, pour te donner une idée, un coach qui travaille à peu près 20-25 heures chez moi,
Moi, j'estime à peu près le truc. Après, voilà, c'est aléatoire. Si le mec a envie de discuter sur WhatsApp jusqu'à minuit avec le client parce qu'il aime bien, t'as bien vu. Tu vois, on a fait une consulte et derrière on discute parce qu'on se kiffe et puis ça se passe et puis voilà. Ah, je te kiffe. Moi aussi, je te kiffe. Et non, mais tu vois, des fois, il y a des clients, ils sont hyper intéressants. On a des chirurgiens, on a des gens qui ont fait l'armée, on a des gens, tu vois, et donc des fois, tu discutes avec eux, t'es en mode t'apprends des trucs de ouf. Bien sûr. Donc moi, je compte à peu près 20 heures de taf effectif où vraiment il faut que tu taffes. Ils sont payés 2400 € par mois. En facture? Ouais. C'est bien ça. Et combien tu rentres en moyenne par mois depuis que ton business il a explosé, par exemple? Si tu veux en parler, hein. Ouais, moi je parle de tout, il y a aucun souci. La moyenne, pas ton meilleur mois, la moyenne. En moyenne par mois, je dirais qu'on est autour de 30 000. Et sur 30 000, t'as combien pour toi, logiquement? Bah alors après moi pour l'instant je réinvestis pas mal parce que justement tu vois je fais grossir l'équipe, on remet de la pub etc. Bon, admettons on est dans un an, tout est stable. Bah normalement je sais pas, t'as 30 000 € qui rentrent par mois. Je vise entre 40-50%. C'est bien. Et t'as pas l'impression d'avoir pactisé avec le diable en ayant ouvert cette porte un peu aux stéroïdes? Est-ce que c'est pas un vrai truc qui te traverse l'esprit? Super intéressant. Est-ce que tu te dis pas à un moment il y en a un qui va canner peut-être, qu'est-ce qui va se passer? Alors si, je me pose la question régulièrement. Et je m'auto-évalue assez souvent là-dessus parce que tu sais j'ai toujours ce truc de se dire bah de toute façon avec ou sans moi ils le font, ce qui est vrai dans 99% des cas, parce qu'en fait si tu veux ça les gens ils le voient pas mais moi grâce à ce compte où je parle ouvertement des stéroïdes j'ai plein de gens qui viennent me parler et qui sont dans la merde. J'ai eu des mecs de 30 ans qui arrivent plus à bander, j'ai eu un gars de 17 ans qui faisait du lait, il se pinçait les tétons, il y avait du lait qui coulait, ok, j'ai eu plein de gens qui sont quand même dans de grosses difficultés. Et si j'avais pas parlé ouvertement de mon passé avec les stéroïdes, de ce que font les stéroïdes, etc., bah ces gens-là, ils seraient toujours tout seuls. Donc, tu vois, même par exemple le gars de 17 ans, bon, bah clairement, il avait pas de sous pour se payer un coaching, puis il était réfractaire à changer son idée et tout. Je lui dis, écoute, au moins, s'il te plaît, fais une prise de sang, je te la paye et tout, tu vois, mais ne reste pas dans le noir comme ça, parce que le gars était dans le flou total, tu vois. Donc, à 17 ans, on n'a aucune conscience de... Mec trimbolone et tout à fond, hein. Oh là là. Donc tu vois, ça me permet quand même d'avoir tous ces gens-là. Aujourd'hui, si je vois qu'il y a psychologiquement une dérive, parce que j'ai des gens qui me contactent, qui ont même des pathologies psychiatriques, hein, une fois on s'en rend compte, d'où l'intérêt d'avoir des thérapeutes avec moi, parce que moi, ils me le diraient pas forcément. Et là, tu vois, la thérapeute, elle me dit, attention, un tel, je sais pas si tu le sais, mais il a vraiment une maladie psychiatrique. Ouais. Bah, il est bien évident que moi, ce mec-là, je vais freiner des cas de fer et je vais dire, hey, mec, ne prends pas ça parce qu'on sait pas ce que ça peut faire sur toi. Donc ne fais pas le con, tu vois. Et moi, là où ça s'arrête, c'est-à-dire que lui, par exemple, à aucun moment, je lui donnerai quoi que ce soit pour qu'il puisse le faire. Et je vais toujours freiner des cas de fer et je vais toujours lui dire, écoute, on peut améliorer autrement, etc., etc. Maintenant, quand t'as des gens qui sont déter de ouf, j'ai eu le cas récemment. Forcément. J'ai eu le cas récemment avec un gars qui est... Bah, juste, je te coupe vite fait, mais quand moi je t'ai contacté et que j'étais en mode c'est bon, je suis sûr de la faire, que je suis parti jusqu'à moduler mon résultat parce que je voulais absolument la faire, il y avait personne qui allait me dire de pas la faire. Le seul truc qui allait m'empêcher de la faire, c'est de voir une prise de sang qui dit non, la fais pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et heureusement, je remercie d'avoir fait la prise de sang juste avant en me disant ok, va voir quand même si ça, il y a pas un truc, c'était pas vraiment le médicament. Effectivement, c'était vraiment le médicament. Mais quand t'as quelqu'un qui est déterminé, ça va être dur de l'empêcher. Hein. Ah, putain, c'est un fantasme de se charger. On va pas se mentir, c'est un fantasme. Et puis t'as tous les profils, donc voilà, donc je te dirais, je te disais, ouais, j'ai eu le cas avec un gars qui est plutôt jeune, qui doit avoir, je sais pas moi, 27-28 ans, et qui voulait absolument le faire. Et sincèrement, ces exercices, ils sont pas carrés, tu sais, ils nous envoient les vidéos d'exercices, etc. Ouais, ça l'arrache, quoi. Ces exercices, vite le résultat, quoi. Voilà, ils sont pas carrés, tu vois ça manque d'intensité, que ça manque de technique, beaucoup de choses qui font que. Et ce mec-là, je lui dis, écoute, non, c'est pas le moment. Et il m'a dit, écoute, moi, je suis un ancien toxico et tout, de toute façon, je vais le faire. Ouais. Donc, où tu me dis comment faire et tout. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, écoute, commence par un truc tout simple. On a juste envoyé un petit peu de testo, tu vois. Je dis, voilà, tu dépasses pas ces dosages-là. Pourquoi tu dis pas non, alors, ce mec-là? Pourquoi tu me dis que je ne te prends pas? Parce qu'en fait, ce mec-là, il est déjà avec moi. Et en fait, si je lui dis non, il va le faire tout seul. Ok. Et si tu veux, le truc, c'est que s'il le fait tout seul, il a pas les prises de sang, il a pas tout ça. Ah, ok. Donc, avec toi, il y a toutes les... Je lui dis, écoute, ok, on fait la prise de sang, on fait machin. Fais ton affaire. Moi, je contrôle. Ok. Au bout de 6 semaines, le mec, on refait une prise de sang. Il avait pas de résultat. Et sa prise de sang, elle était en train de partir en couille. Ok. Tu vois, ça ne sert à rien. Et des fois, les gens ont besoin de faire leur propre expérience. Donc moi, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je me mets un petit peu en garde-fou, en mode, écoute, fais ton expérience. Je suis là s'il y a besoin de... Mais, okay. On fait attention, ok?
Juste promets-moi ça, tu vois. Mais comment tu vas réagir si demain il y a une vraie complication avec un client, il se passe le drame absolu? Eh ben, écoute, le drame absolu. Alors, sincèrement, avec les stéroïdes, j'ai pas envie de dire ça parce que ça peut pousser des gens à les utiliser. Disclaimer, tu dis ce que tu veux. Moi, en tout cas, on n'est pas en train de vendre les stéroïdes, on en parle. Ok. On parle de notre vécu et de ce qu'on en pense. Moi, maintenant, ce que j'en pense, c'est que j'aurais voulu en prendre pour m'améliorer ma condition psychologique et médicale. Je vais pas en prendre, je vais prendre d'autres trucs. Du coup, je vais aller ailleurs, dans des trucs un peu plus ashwagandha et compagnie, tu vois, pourquoi pas. Et faire un travail de T'as plein de cohérence. trucs naturels, on pourra en parler. Ouais, bien sûr. Mais si j'en avais pris, là, on aurait fait ce podcast également. Et j'aurais dit, les gars, j'ai commencé une cure parce que je veux voir ce qui se passe. Je l'aurais dit, tu vois. Mais comment toi, tu vas réagir si t'as un gars qui, il lui arrive un problème et que, finalement, tu pouvais pas calculer que ce mec-là, il avait peut-être une anomalie dans son corps ou un truc comme ça, tu vois. Donc, je vais te dire, première chose, les stéroïdes, ça reste du coup surtout selon ce que tu utilises. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut former les gars et pas leur faire utiliser n'importe quoi. Parce que si le mec, tu vois, la Trenbolone, tout le monde en parle, ça a l'air ouf. Et même des mecs qui font, je sais pas si t'as vu sur TikTok et tout, il y a des challenges. 30... Désolé, mais le nom Trenbolone, il me fait flipper, moi. 30 jours Trenbolone. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait flipper. Ils ont 20 ans et ils sont là, ouais, je vais faire mon challenge 30 jours Trenbolone. Ça sert à quoi, ça, du coup? Bon, le Trenbolone, c'est un anabolisant très très fort, en fait. C'est-à-dire que il a un ratio androgénique anabolisant de 500 pour 500. Donc, on peut en conclure que c'est 5 fois plus puissant que la testostérone. Et donc, c'est extrêmement suppressif. C'est-à-dire que derrière, pour relancer ton système, franchement, tu vas galérer ta mère. Et il y a des effets secondaires qui sont vraiment dégueulasses. Sueur nocturne, irritabilité. Souvent, on parle, tu sais, de roid rage. Bon, moi, je pars souvent du principe que si t'es stable mentalement, normalement, ça t'arrive pas. Mais la Trenbolone fait partie des stéroïdes qui peuvent te rendre le plus fou, on va dire. Ça te cause des problèmes respiratoires, ça fracasse les reins, etc., etc. D'accord. Et normalement, moi, je le dis toujours, ça n'a pas sa place hors, pour le coup, d'une scène de compétition. Car oui, c'est un des seuls stéroïdes qui va t'amener cette dureté qu'ont les bodybuilders professionnels, etc. D'accord. Mais si tu désires toucher au stéro, que t'es décidé, t'as plein d'autres options qui sont quand même moins néfastes. Ok. Tu vois, souvent, je fais le parallèle avec le fait de conduire sa voiture. Aujourd'hui, on prend tous la voiture régulièrement. Et pourtant, il y a des morts tous les jours sur la route et c'est extrêmement dangereux. Mais si tu conduis bien, que tu respectes le code de la route, que tu fais attention et tout, t'as quand même moins de chances de crever que si tu fais n'importe quoi à contresens sur l'autoroute les yeux fermés. Si tu prends des stéros, si tu commences par la Trenbolone, c'est comme si tu prenais l'autoroute à contresens. Ok. Donc ça n'enlève pas le danger des stéroïdes, comme ça n'enlève pas le danger de prendre sa voiture. Il y a plein de gens qui sont morts sur la route en conduisant prudemment, mais ça diminue le danger. Donc en tout cas, pour répondre à ta question, première chose, on claque pas en une cure. Il y a des signes précurseurs. Exactement, il y a plusieurs signes précurseurs, surtout quand on fait des checks, d'où l'importance des prises de sang. Okay, il y a plusieurs effets secondaires qui peuvent être très néfastes. Tu parlais tout à l'heure d'anomalies cardiaques ou autres. Il y a la polyglobulie, c'est donc l'épaississement du sang. Ton sang devient de plus en plus épais. Et donc ça peut créer de graves problèmes. Pétrole, quoi. Ouais, des embolies pulmonaires, des phlébites, des AVC, ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de truc à check. Est-ce que tu fais de la polyglobulie, oui ou non? Si oui, il faut réagir, faut pas laisser comme ça. La plupart des gens qui font des cures ne font ni prise de sang avant, ni pendant, ni après. Prennent ça comme si c'était des Haribo. Ils font la photo Instagram. Ils font la photo, et puis voilà. Donc déjà, quand t'es suivi, on va pas se mentir, il y a très peu de chances que ça se passe horriblement mal. Ok. S'il se passe un truc, tu fais ce qu'il faut et après exactement. Et voilà. Surtout, ce qu'il faut, c'est que la personne ait conscience que ce soit pas des Smarties, qu'il faut bien faire les choses. Et sincèrement, la plupart des temps, les gens, ils ont quand même peur de se mettre en danger, donc ils font quand même bien les choses. Tu vois, sauf des fous, s'il y en a. Mais voilà. Donc je te dirais que là-dessus, comment je me sens? Oui, c'est sûr que si ça m'arrivait, et ça arrivait à certains préparateurs. Hein. Il y a eu le cas avec Laurent Erasme, qui est très connu dans le milieu, qui est un biohacker de renom. Hein. Moi, j'ai suivi sa formation et tout ça. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Et en fait, il a un de ses athlètes qui est mort pas longtemps après une compétition, même dans la nuit post-compétition. Arrêt cardiaque. Je crois, arrêt cardiaque. Et en fait, si tu veux, Laurent, sincèrement, moi je le crois là-dessus, c'est quand même un très bon préparateur. En tout cas, il est renommé et je pense qu'il fait très attention à la santé de ses athlètes. Mais on n'est pas derrière les personnes. Et a priori, cette personne-là,
et ben elle est sortie le soir, elle a bu de l'alcool alors qu'elle s'était déshydratée pour la compète. Ah oui, c'est un peu... Peut-être aussi des drogues dures, etc. Bon, D'accord, ok. tout ça fait que, tu vois, on n'est pas, Bien voilà. sûr. Mais je te dirais que les stéroïdes, je dis pas que c'est bon, loin de là. Encore une fois, ne prenez pas de stéroïdes, je vous le dis, je vous le redis, j'en ai pris, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'intelligent, mais c'est pas un truc dont on meurt subitement dans la globalité. Ça entraîne des dérèglements qui te tirent vers le bas au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous donner un tips ou plusieurs tips pour booster au maximum sa testo naturelle, sans prendre le moins de produits? Ouais. Eh ben, écoute, déjà, on en a un petit peu parlé. La première chose, c'est le sommeil. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui prouvent que si tu dors moins de 7 heures de façon chronique, tu réduis déjà ton taux de testo. C'est ce qui est le cas, enfin, c'est le cas de la plupart des gens. Et moins de 6 heures, c'est une catastrophe. C'est moins 30% de testo, un truc comme ça. Donc, Putain, je dors pas beaucoup, moi. sur le côté chronique, hein. Pas beaucoup. Tout à l'heure, t'as parlé de quelques jours. Là, je te parle sur un côté chronique où vraiment, Ok. tout au fil des mois, ta testo descend petit à petit. Par contre, il y a une étude qui a montré que 5 jours à 5 heures de sommeil réduisait ta testostérone de 15%. D'accord. Donc c'est quand même vachement, c'est Ok, l'équivalent petit un. à 15 ans de vie, quoi. Ah oui. Petit 1. Le sommeil, avoir assez de calories. Parce que si tu manges trop peu, forcément, Naturellement. t'es en mode survie, donc voilà. Et puis après, au niveau des compléments, je te dirais que tous les boosters de testo qui sont vendus, etc., il n'y a pas grand chose qui marche. Il y a le Shilajit qui a fait ses preuves au niveau de la biodisponibilité de la testo, ça améliore la biodisponibilité de la testo. Il y a l'ashwagandha. Ok. Et puis je te dirais la vitamine D. La vitamine D, c'est un des premiers précurseurs hormonaux. D'ailleurs, c'est une hormone, elle est créée à partir de notre propre cholestérol. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, sur toutes les prises de sang, vraiment, 100% des gens sont en déficit en vitamine D. Vitamine D, c'est quand en hiver, il faut en prendre obligatoirement. Ouais, alors en hiver, mais il faut savoir que c'est synthétisé du coup à partir de la peau. Ok, Nous, c'est à partir de la laine de mouton en Suisse. Ouais, c'est fait de manière animale quand tu le prends en complément, donc comme tu fais avec ta marque. Mais ce que je voulais dire, c'est que ton corps, en fait, va capter les rayonnements du soleil et va donc créer de la vitamine D à base de ton propre cholestérol. Sauf que quand tu sors, t'es pas torse-poil, même en été. Ouais. T'as toujours, donc en fait, on a que les bras, le visage apparent. En plus de ça, on sort, on se met dans une voiture, après on va dans le bureau, etc. On n'est pas tant exposé que ça au soleil par rapport à nos ancêtres qui bossaient dans les champs et compagnie, Absolument. tu vois. Donc aujourd'hui, je dirais que même l'été, à part si t'es maçon, etc., que tu bosses en extérieur, si t'es couvreur ou si t'es maître nageur sur la plage, ne fais pas ça. Mais même l'été, je pense qu'il faut maintenir une Tout le temps alors, pourquoi pas. consommation de vitamine D Ok. plus basse l'été que l'hiver, mais je pense qu'il faut maintenir, si tu veux te maintenir sur un taux vraiment top level, et ça change vraiment énormément de choses, même au niveau mental et tout. Donc il y a ces compléments, Ouais. le sommeil, la bouffe, faire beaucoup de sport, j'imagine, porter lourd. Pas ça- trop non plus, pas pas être en surentraînement. Mais porter lourd va oui. augmenter la testo naturellement. Ouais, ça oui. Il y a Tous les pas gros mouvements. de, il y a rien d'autre de trucs un peu plus gadget, un peu plus sexy, un peu plus. Un peu plus gadget. D'un coup, on se dit, tiens, je vais peut-être Il y a gagner. le Tonga Tali qui a fait des petites preuves aussi au niveau des études. Mais en fait, tous ces trucs-là, il faut pas, enfin, c'est pas parce que tu prends du Tonga Tali ou du Shilajit ou quoi que tu vas te sentir genre, tu vois. Ça a à peine plus, quoi. Ouais, les études, elles montrent des pourcentages quand même qui sont pas dégueulasses, mais en fait, comme tu disais. C'est quoi pas dégueulasse? Franchement, c'est autour des 20% quand même. Mais si ta testo elle est déjà basse et que tu fais 20% de pas grand chose, ça fait pas non plus énorme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sommeil, alimentation, entraînement, vitamine D pour moi, ça reste quand même, Ok, intéressant. vitamine D. Vitamine D pour moi, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et Ok. puis, je dirais éventuellement un bon multivitamine dans la globalité, parce Bien qu'on sûr. est tous carencés de toute façon. Ah, voilà, là, il vous a donné des tips pour faire booster votre testo. Moi, je peux vous donner des tips pour la faire chuter. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, alcool à fond, la veille de la prise de sang, pas dormir et pas manger. Voilà, ça marche super bien, les amis. Ah, un autre truc imparable. Tu prends des glaçons, tu les fous dans tes couilles juste avant. Ça marche un peu. Tu perds encore 10. J'ai oublié de le faire. Ah, putain, t'aurais dû. Là, c'était TRT. Ouais, là, j'étais à rien. J'ai oublié. J'ai oublié les glaçons dans les couilles. À 10%. Mais je vous montre, la prise de sang, je suis presque juste avant. Mais je crois que pour être juste avant, c'est pour aller encore plus loin quand même. Je suis très content de cet échange. Malheureusement, il va devoir s'arrêter. Je t'explique pourquoi. Déjà, on voit que t'es un expert, donc ça c'est très cool. T'es pas un guignol qui vient vendre son truc. Très content de l'échange. J'explique pourquoi il va s'arrêter, parce que j'ai un coaching et c'est moi le coach. Trop bien. J'ai pris une élève qui m'a contacté sur Insta. Elle m'a dit tu connaîtrais pas un coach à tel endroit? Je fais bah moi.
Il dit, mais t'es coach? Je fais, non, mais Je peux t'aider, quoi. je m'y connais. Je m'y connais et je pense que ce que je peux t'apporter, c'est un truc que tu n'auras pas forcément avec un coach. C'est que je me focus sur toi et je veux faire comme si tu étais une œuvre, que je vais te façonner, je vais prendre le temps, je prends qu'un seul élève. C'est un vrai kiff pour moi. Et surtout, j'ai assez de connaissances et je sais motiver les gens. Puis ça veut rien dire un coach aujourd'hui. Non, voilà. Un coach, c'est un mec qui a un BPGEPS. Bon, sur un BPGEPS. Non, moi, j'ai tu rien, peux j'ai pas de tu vois. diplôme. Moi aussi, je violentais des chiens quand j'étais petit, j'ai pas été à l'école, tout ça. Mais j'ai une élève et en gros, on part sur un 3 mois et on va voir ce qu'on va faire. Et moi, ça m'éclate d'avoir... Non, mais c'est cool. ça m'éclate, voilà. Et Coaching, là, malheureusement, ça- j'avais pas vu que c'était déjà l'heure. Le coaching, c'est avant tout vouloir aider les gens, tu vois. Donc voilà. Oui, c'est ça. Et prendre un peu d'argent aussi. Tant qu'à faire. Si on peut bouffer, c'est cool. Voilà. Merci pour Bon, ta interview. Ben, merci à toi.